Bonsoir à tous. D'abord, merci d'avoir bravé les éléments pour être là ce soir. Je suis Christophe Bontemps, je suis économètre à la Toulouse School of Economics et je suis l'un des 3 animateurs avec Alain et Alain. On a décidé de prendre quelqu'un qui s'appelait pas Alain pour faire le 3e. Il manque le B. Je vois qu'il y a pas mal de nouvelles têtes ici, ça tombe bien parce que je vais vous poser des questions et ceux qui sont déjà venus, qui m'ont déjà écouté parler de data visualisation, vont connaître certaines des réponses. Je vais commencer par vous poser une question assez simple et vous demander ce que vous voyez quand vous regardez un graphique comme ça. Un nuage de points, puis vous voyez quoi? Voilà. Je vais vous aider un petit peu. Là, vous voyez quoi là? Alors j'entends corrélation, j'ai vu un geste genre tendance. Voilà, vous faire une régression, donc là même des grands mots. En fait, ce que vous venez de faire, je vais vous montrer d'autres graphiques, mais par exemple celui-ci, vous voyez, c'est pas un test Rorschach, hein, vous voyez comme une tendance en U, puis là vous voyez peut-être 2 groupes. Oui. En fait, je vous fais faire cet exercice pour essayer d'introduire ce que j'entends moi par data visualisation, et je suis pas le seul en fait, une notion qui est que ce que vous venez de faire en regardant les graphiques, c'est un test visuel. Ce test, rassurez-vous, je ne vais pas parler beaucoup de statistiques, mais c'est comme un test statistique, c'est-à-dire vous avez une hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, c'est il n'y a rien. Et vous voulez challenger cette hypothèse par quelque chose d'alternatif, en disant non, je rejette cette hypothèse, moi, je pense qu'il y a quelque chose. Et c'est l'hypothèse alternative, il y a quelque chose. Quand vous avez regardé le premier nuage de points, vous vous avez dit, il n'y a rien. Alors que dans le deuxième, vous étiez sûr qu'il y avait quelque chose. Donc ensuite, si vous aviez passé un test statistique sur le deuxième graphique, celui qui est là, effectivement, vous auriez eu une corrélation et probablement vous auriez dit, elle est significative suivant je ne sais quelle loi, etc. Alors ça, c'est une idée qui est défendue par des auteurs très connus, Bourrin, Hadley Wickham, pour ceux qui connaissent, Diane Cook, qui défendent cette idée que lorsqu'on regarde un graphique, on fait un test visuel. Alors un test, c'est un bien grand mot pour dire qu'on compare des choses. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. On va comparer des choses et je vais essayer d'avoir un peu vos réactions sur ces comparaisons. Donc, par exemple, quand vous voyez cette courbe, vous faites de nouveau un espèce de test statistique, un test visuel, et vous pouvez dire quoi de cette courbe? C'est croissant. Donc en fait, vous avez comparé cette courbe implicitement à une courbe où il n'y aurait rien, où ce serait plat. Implicitement, vous avez testé cette hypothèse versus il n'y a rien, c'est-à-dire c'est plat. Alors, on va en passer d'autres en revue. Hein. Là, vous faites un test, voir s'il y en a un qui n'est pas plus grand que l'autre, des carrés. Et je pense que vous allez dire qu'il y en a un qui est plus grand. Donc on compare des tas de choses. Là, on compare des surfaces. Ici, on compare des lignes. Alors, pourquoi on compare des lignes? On va revenir sur ce graphique tout à l'heure parce qu'il est assez intéressant. On compare 2 lignes et on peut essayer de savoir si elles sont différentes ou pas. Ici, on compare des barres, des longueurs. Ça, on sait bien faire, hein, généralement. Et puis là, on compare des couleurs, ou tout du moins des nuances de couleurs, et c'est assez rigolo de voir, ici, ce sont les résultats du SPD des élections, de voir que, en comparant ces couleurs, encore une fois, vous avez une hypothèse nulle implicite en tête qui est, je vois rien, mais finalement, vous voyez quand même quelque chose qui doit ressembler à une frontière, alors que je vous présente des résultats, des taux de résultats du SPD aux élections. Donc encore une fois, le test statistique marche, vous vous dites, tiens, là, il y a quelque chose. Donc c'est dans cette optique-là que moi, j'entends la visualisation. Et si j'ai proposé ce soir un titre qui est « Comment mentir », c'est parce que vous trouvez des tas de livres qui vous donnent des tonnes de règles sur comment faire des visualisations, et à chaque fois, vous trouvez un contre-exemple. Donc j'ai décidé de prendre l'inverse et de vous montrer comment on ment. Vous en tirerez les leçons que vous voulez, mais au moins vous saurez mentir, et vous saurez peut-être quand on vous ment. Mais on ne va pas anticiper.
effectivement, la personne qui a écrit ce livre dont j'ai piqué la couverture, le titre du livre c'est « Comment mentir avec des cartes », dit que toute carte est un mensonge, par exemple. C'est un géographe, il fait des cartes depuis longtemps, il est très connu, il s'appelle Marc Monmonier. Et donc on va essayer de jouer un petit peu à ça, sans prétention ce soir, comment mentir. De toute façon, si vous êtes venus, c'est bien pour apprendre à mentir à votre chef, à votre femme, avec qui vous voulez, aux médias. Donc on va essayer de jouer avec ça. Je suis pas le premier, hein, donc il y a ce bouquin de Monmonier, c'est le premier ici. Il y a Comment mentir avec des statistiques. Il y a ce livre que je cite là, mais que j'ai toujours pas reçu, alors que toi tu l'as reçu. Super. Ouais, et il est super. Il y a celui-là, Statistics Done Wrong, Factfulness, très bien, ce petit livre, etc. Donc je suis pas le premier à faire ça, et probablement pas le dernier. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui maîtrisent cet art-là, et on va essayer de décoder un petit peu leurs principes. Donc la première chose, c'est de poser une définition. Ce que j'appelle un mensonge. Alors je suis désolé, les slides sont en anglais, mais je vais les traduire. Hein. Pour moi, un mensonge, c'est quand quelque chose est à l'écran, vous voyez quelque chose, et ce n'est pas dans les données. Donc vous vous dites, oh là, il y a quelque chose où ces deux courbes sont pareilles, où ces deux courbes se croisent, où celle-là est plus grande que celle-ci, et que ce n'est pas dans les données, ou pas dans ces grandeurs dans les données. Ça va être la définition du mensonge. C'est un mensonge, hein, quand même. Hein. Si vous voyez quelque chose et c'est pas vrai. Mon but, un des buts, c'est qu'il y a beaucoup de règles en DataVis et on est rarement à l'aise avec. Donc le but aujourd'hui, c'est d'essayer de décoder des mensonges pour voir si on peut pas en tirer un peu d'informations. Le but, c'est que, bon, voilà, je vais arriver avec un peu plus de 10 règles, donc il va falloir me surveiller au niveau timing, mais je vais essayer de faire ça comme il faut. Un peu plus de 10 parce que vous verrez qu'il y a des règles, super règles qui permettent vraiment là d'y aller comme il faut, quoi. Il y a des types de graphiques qui se prêtent au mensonge, mais alors bien comme il faut. Donc on va essayer d'avancer là-dessus. Et puis le deuxième intérêt de faire ça, c'est que c'est super rigolo. Mais vraiment c'est rigolo. Enfin, normalement vous devriez trouver ça rigolo. Donc on va commencer avec des règles et des visualisations un petit peu classiques. Je vais boire un petit coup pour vous laisser le temps d'assimiler cette information. Et on va commencer par des choses très très classiques, hein. On va y aller calmement, vous n'êtes pas des professionnels tous de la DataVis. Donc on va commencer par cette chose-là, un grand classique, très facile. Vous pensez quoi de la courbe E par rapport à la courbe A? Pardon, la barre E par rapport à la barre A. Elle est quand même 2 fois plus grande, hein. D'accord? Bon, mais c'est un mensonge, parce que vous le voyez bien, si vous regardez les axes, là on est à 9600 passés, et là on est à 9300. C'est pas 2 fois plus grand, ça. On sait lire. Non, la vérité, c'est ça. Alors, la vraie vérité, c'est que les gens disent, ouais, mais quand on fait ça, on voit rien. Eh ben oui, mais il n'y a rien. Enfin, ça augmente pas beaucoup. Donc ça, c'est un mensonge visuel. Ça dépend de l'intérêt de l'effet. Des fois, les effets de cet ordre-là peuvent avoir un grand impact. Tout à fait. Ça peut être très très important. Alors merci de faire cette remarque. Parfois, cette augmentation est très très importante. Et ça, je ne le nie pas. Ce que je nie, c'est qu'il ne faut pas, dans ce cas-là, représenter des bâtons. Il ne faut pas faire ça avec un diagramme bâton, parce que là, on ment. Si on veut voir quelque chose, peut-être qu'il faut faire autre chose que des bâtons. Il faut peut-être faire des courbes, ou peut-être il faut prendre des différences entre le E, le D et le B, ou prendre une référence à A et regarder combien ça a augmenté. On peut faire autre chose. Je suis entièrement d'accord. Ça a un intérêt. C'est pas pour rien qu'on fait ça. Alors, on va rentrer dans des choses un petit peu plus classiques. Alors d'abord, juste parce que j'ai dit qu'on allait rigoler, voilà comment ça s'utilise dans la vraie vie, hein, la SNCF. Donc, taux de participation 22,5 au 13 avril, le 18 avril, 19,4. Ah, ça a vachement baissé, hein, la participation à la grève du 19 avril. C'est pas mal de parler de grève aujourd'hui, je trouve. Pardon, on s'est trompé, et surtout, il y a eu un Twitter très très fort, et que le Monde l'a repris, etc. On a fait un rectificatif. Finalement, c'est ça la vérité, le taux de participation de la SNCF. C'est clair. Voilà. Volontaire, involontaire, c'est vous qui choisissez, mais ça marche quand même. Bon, alors Fox News, j'ai pas mis tout ce qu'il y a dans Fox News, mais c'est quand même assez génial. Donc 39,6, hein, le taux de taxe maintenant, et si Barack Obama est élu, voilà, ce genre de choses très sympathiques.
Donc le revoici représenté. Alors là, j'ai trouvé ça dans un article scientifique assez sérieux pour vous montrer que on rigole avec les barres, mais vous allez voir que c'est quand même pas beaucoup plus facile avec d'autres éléments comme des courbes. Donc ça, on est d'accord que ça, c'est pas bon, que ce qu'il faut faire, c'est ça. Si on veut utiliser des barres. Donc je vais reprendre un autre exemple avec 4 catégories, et on est d'accord que ça, c'est pas bon parce qu'on commande à 40%. Donc c'est pas bon. Donc maintenant la question, c'est est-ce que ça, c'est mieux que ça? Sans les mêmes données, je commence au même endroit. Est-ce que là, je mens aussi? Ben, là, on peut se dire, oui, ici, c'est à cette valeur-là, par rapport à cette valeur-là, quand je compare, il y a une grosse augmentation, j'ai un peu triché. Alors en fait, quand vous posez la question à des gens, et c'est ce qu'ils ont fait dans ce papier, ils disent qu'en fait, l'impact de tronquer l'axe Y, c'est-à-dire c'est ce qui est fait, les gens se disent, ah oui, entre le premier et le deuxième, ben, il y a vachement d'augmentation, et donc que je regarde ça ou que je regarde ça, finalement, j'ai la même impression visuelle, donc je mens de la même façon. Je me mens de la même façon en regardant. J'ai cette impression visuelle qui est la même. Je me mens. La vraie impression serait celle-là. Pardon, je l'ai pas, la version non tronquée. Alors on se dit, mince, alors c'est pas bon de faire des barres, ça tout le monde le sait, mais commencer pour des lignes pas à l'axe Y. Alors Alain, je le vois regarder très intéressé parce que... Donc ça voudrait dire que ça, c'est pas bon alors. Le changement climatique ou la température, pardon, c'est la température moyenne au cours du temps. Je commence pas à 0, je commence à 55 degrés Fahrenheit. C'est pas bon alors, puisque c'est la même chose que de faire des barres. Ça veut dire qu'il faudrait faire ça alors. Il faudrait commencer à 0, ce qui ne veut absolument rien dire, et finir, bon là en plus c'est exagéré, parce que c'est des deniers climatiques, là. C'est les climato-sceptiques qui ont fait ça. Du coup, eh ben là, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que quand on tronque, il faut avoir une bonne raison pour le faire avec des courbes aussi. Je résume. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, ce serait le contraire. C'est-à-dire d'avoir tronqué la barre permet de mieux montrer un phénomène qui est l'augmentation des changements climatiques pour des raisons qui sont expliquées dans l'article, qui est que ça, on maîtrise les valeurs dans cet axe-là, elles nous parlent, ces valeurs, on sait ce que c'est ces valeurs-là. Quand on commence à 0 Fahrenheit, personne ne sait ce que c'est, et en plus, là pour le coup, les informations sont complètement cachées, voire ténuées. Donc l'histoire de tronquer l'axe Y, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, c'est pas bon avec les barres, c'est parfois bon avec les courbes, ça veut dire qu'il faut quand même faire un peu attention. On va faire une discussion à la fin. Et l'article est vraiment très intéressant pour ça, parce qu'ils ont testé quand même. Bon alors, voilà, donc en fait, il y a plein de discussions sur les règles. C'est aussi pour ça que j'ai présenté cet exemple, c'est qu'en fait, on peut discuter des règles à l'infini, mais dans la pratique, on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire. Ce qui est clair, c'est que Huff, déjà en 93, disait que pour mentir, c'est facile, il suffit d'étendre. Vous voyez qu'on n'a pas du tout la même tête de la courbe ou la même perception de la courbe si on bouge avec les axes verticaux et horizontaux. Parce que là, j'ai touché qu'à un axe pour l'instant, l'axe vertical sur des graphiques super simples. Donc, alors il y a d'autres types de mensonges qu'on peut imaginer, c'est que on peut mentir aussi sur l'axe X, c'est beaucoup plus facile, ça se voit beaucoup moins. Voici ce que m'ont fait mes étudiants. Une semaine plus tard, je voyais le même dans un séminaire à TSE, j'étais assez content. Qu'est-ce que vous voyez ici, là? Ouais, il y a comme une augmentation, là, ça descendait, puis ça augmente. Là, c'est voilà, peu importe, c'est pour Jacques, c'est le nombre de steps dans un MOOC. Vous voyez que là, on a tronqué l'axe, en fait. Ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils ont participé à 9 steps, 9 petites ressources pédagogiques. Et là, c'est de 10 à 19, on a accumulé. Visuellement, on se dit, tiens, c'est bizarre, il y a un truc, là, d'un coup, de 10 à 19, il y a beaucoup de gens. Ben non, on a accumulé 10 personnes. Ça, c'est mentir. On voit quelque chose, une augmentation, elle n'est pas dans les données. On a tronqué l'axe horizontal, hyper facile à faire avec Excel, ou avec d'autres,
Et ça, encore une fois, je l'ai vu présenté dans un article scientifique. C'est mentir parce qu'on le montre ou parce qu'en fait on peut mettre, c'est marqué. Moi si je vois ça, je vois que c'est 10 pi, etc. Tout à fait, mais bon, là je te montre des centimètres et là je te montre des décimètres, quoi. On va changer d'échelle. Ça dépend de l'argument après. Alors effectivement, on peut dire à partir du moment où il y a les valeurs, on ment pas. Mais ça, c'est pas vrai, c'est pas ma définition. Ma définition, c'est voilà. L'œil est trompé. Et c'est l'œil, tu vas retenir ça. Un tigre, des fois. Moi là, je fais pas l'erreur. Ok. Mais par contre, c'est vrai que tu vois quelque chose. Il n'y a pas de texte avec. Voilà. Mais un œil averti est trompé, mais tu peux te tromper facilement toi-même quand même. Et même averti parce que tu vois 9 c'est tout petit, 10, 19 c'est grand et finalement ça te montre rien visuellement. Ouais. Et puis comme c'est au moins de faire des barres sur XDX. Alors oui, il y a des gens qui coupent là et qui montrent que l'axe est coupé. Ouais. On peut le faire aussi sur les Y, montrer que l'axe est tronqué. C'est pareil, je n'ai pas montré ça, mais il y a des articles qui disent que non. Il y a même du package sous-air qui refuse de faire ça. Oui, alors c'est ça qui est bien. Tu m'as montré que déjà on a coupé l'axe, quoi. On a fait quelque chose, c'est au moins donné, parce qu'effectivement, les personnes averties, on va rapidement, mais quand même, je suis d'accord avec Alain, on trompe l'œil. Même si c'est marqué, l'œil se rappelle de une barre 2 fois plus haute. Même si toi, tu as vu que c'était 10 et l'autre c'était 20, et l'autre c'était 200, tu te trompes quand même. Quoi. Alors, oui, j'ai zoomé pour qu'on y voit bien. Quoi. On a changé d'échelle, clairement. Alors, on va continuer à jouer tout doucement avec les axes et on va s'amuser, on va se dire, ouais, mais ça on connaît tous. Donc, voici une ligne, un phénomène. On se dit, bah, ça monte. Voilà, tout ce qu'on peut dire. Test visuel, tiens, ça monte. Changer un tout petit peu, on met plus de lignes, on a un petit peu décalé l'axe. Vous voyez que je vais jusqu'à 10 alors que là j'allais, à 12. Ah, ça monte pas mal quand même. Hein. De rajouter des lignes horizontales, c'est quand même, ça monte bien dans mon chiffre d'affaires. J'ai d'autres trucs pour toi tout à l'heure, hein, tu vois. Oh non, finalement, pas trop monté. Hein, là, alors là, on voit clairement l'effet. Hein. On étire l'axe vertical, ça aplatit la courbe, c'est pas trop monté. Quoi. Il y a plus subtil, on peut aussi réduire l'axe X. Et ça, on peut le faire sans faire exprès. Ah tiens, dans ma revue, dans mon journal, pour la dépêche, pour je sais pas quoi, j'ai pas tout ça de largeur, j'ai que ça de largeur. Hein. Moi, je vous donne la moitié de la page. Bah, c'est pas grave, hein, je vais rétrécir mon graphique. Quoi. Putain, ça monte, hein. Oula. Là, visuellement, l'augmentation, elle est pas mal quand même. Ou au contraire, j'ai juste le haut de l'article avec 2 colonnes dessous. Faut bien que je monte un graphique. Ouais, bon, hein, franchement, pas terrible l'augmentation. Là. Bon, alors c'est quoi la règle? Alors il y a des gens qui disent qu'il faut que... En fait, une des règles, c'est de dire ça dépend des données. Ça dépend de ce qu'on montre et il faut rester relativement honnête. Mais il y a des tas de logiciels qui vous font des carrés par défaut, d'autres qui font des rectangles par défaut. Il faut faire un petit peu attention avec le fait que... Il faut savoir que si on réduit ou si on change les axes, leur taille, pourquoi on le fait et ce que ça va induire. Parce que là, on se trompe soi-même en se disant « Ah non, mais j'ai que cette place-là, je regarde comme ça. » On se trompe soi-même. Alors, il y a des exemples célèbres dans la littérature. Playfair, en 1786, montre skyrocketing dépenses du gouvernement. Ici, vous avez des années, alors en plus, c'est pas tout à fait bien... l'échelle est pas tout à fait linéaire. Ici, c'est des pounds, mais elles sont pas déflatées. Les dépenses du gouvernement ont vraiment augmenté. Alors, on peut pas trop taper sur Playfair parce que c'est quand même un monsieur qui a inventé beaucoup de visualisations, mais quand même, quelques temps plus tard, on lui a fait beaucoup remarquer que bon, il a fait ça, avec les mêmes données. Hein. C'est juste qu'il a déflaté, et puis finalement, alors là, pour le coup, il a choisi un grand axe vertical pour pas que... Voilà. Même données, impression différente. Lequel des deux est mensonger, je sais pas, mais celui-là, il y avait marqué skyrocketing dépenses. Donc, il voulait vraiment montrer ça. Petit parti biaisé, pas très bon. Et c'était déjà vieux, hein, c'est 1786. Hein. J'étais même pas né. Alors, il y a des choses encore plus subtiles. Je vais faire un tout petit pas de côté pour ceux que ça pourrait intéresser. Tout à l'heure, je vous ai montré un nuage de points et vous m'avez dit il y a une corrélation, etc. Voici 2 échantillons. Ils sont dans le même carré, avec la même taille, et j'ai fait des choses un peu différentes, mais à votre avis, lequel des deux il y a une corrélation plus forte? Alors j'ai entendu des gens qui ont dit c'est la même, bravo.
En fait, quand on fait le test, les gens disent qu'ici, à gauche, il y a une corrélation plus forte qu'à droite. Et en fait, la seule chose qu'on a fait, c'est que là, il y a un espace vide autour. Du coup, les points sont plus resserrés, semblent plus resserrés. Mais en fait, la corrélation est la même. Et là, on a juste l'impression que, voilà, c'est plus dispersé, etc. C'est le même tirage de la même loi. C'est pas le même tirage, pardon, c'est la même loi jointe. Et on a ça. Alors on se dit, ces histoires de cadre autour, vous voyez, là, on a étiré le cadre, on a mis du blanc autour. C'est un peu embêtant quand même, alors, parce que ça, c'est pas moi qui le choisis, c'est le logiciel qui choisit s'il met du blanc ou s'il met pas du blanc autour. Donc, est-ce qu'on peut laisser le logiciel choisir les options par défaut, ou est-ce que ça doit être donné en fonction du contexte ou en fonction de ce qu'on va en percevoir par la suite? Là, il n'y a pas de raison de mettre du blanc autour. Il n'y a pas de raison, si on en met, c'est qu'on induit quelque chose. Et il faut savoir ce que ça a comme effet. L'effet, c'est que vous avez l'impression qu'il y a plus de corrélation. Et moins de dispersion et tout ce que vous voulez, c'est la même loi. Deuxième règle. Non, troisième. On avance à vitesse grand V. Alors celle-là, je vais y passer un petit bout de temps. Voici des gens qui ont fait un petit exercice pédagogique sur le web en se disant, je veux comparer le GDP, le PIB de l'Allemagne à celui du monde. D'accord? Année par année, je veux comparer l'évolution. Donc évidemment, à gauche, vous avez le PIB du mondial, et à droite, le PIB de l'Allemagne. C'est pas les mêmes unités, puisqu'ici, on est à 40 trillions de dollars, et là, on est à 4 trillions de dollars. Donc, je peux pas avoir les mêmes unités. Donc, je fais deux échelles. Alors qu'on a déjà vu qu'avec une échelle, c'est compliqué, hein, on peut jouer verticalement, on peut déjà tricher. Alors, avec deux, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, si on remarque bien, vous voyez, là, on est à 40, donc le 0 pour ce côté-ci, il est ici. Le 0 là, il va être par là. Déjà, les zéros sont pas alignés. Non seulement ils commencent pas à 0, mais en plus, ils sont pas alignés. En fait, ça fait ça, quoi. Je refais le même graphique, mais voilà. Le graphique, vous avez vu, il est coupé là. C'est la première chose, on se dit, tiens, c'est un peu curieux d'avoir fait ça. Deuxième chose qu'on voit, c'est on se dit, mais les courbes se croisent là. Non, mais ça se croise pas. Oui, on lit, comme tu disais, on lit les chiffres, on voit bien les valeurs. Ça se croise pas. Mais enfin, on peut avoir l'impression que ça se croise, quoi. Mais bon, ça, à la limite, on sait lire, c'est pas vrai. Mais quand même, visuellement. Non, le problème, c'est qu'en fait, suivant ce qu'on va prendre comme échelle à gauche et à droite, on peut avoir soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. On peut avoir tout ce qu'on veut, en fait. Donc, on va comparer des évolutions de GDP en faisant bouger une échelle à gauche, une échelle à droite, sans savoir exactement. On peut montrer tout ce qu'on veut. Mais tout, hein, c'est les mêmes données. Ah ouais, ça on le sait, hein, les doubles échelles, pour mentir, il n'y a pas mieux, quoi. C'est vraiment trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut mettre deux courbes à côté avec pas les mêmes unités. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux quand même, hein. Là, au moins, pas la même unité, une évolution comme ça, tiens, une évolution qui devient plate. On n'a pas du tout la même impression, hein, qu'avec le graphique d'avant. Et puis si on veut, même si ça peut avoir des inconvénients, on peut se dire, fixons tout le monde à 100, prenons un indice. Alors, ces genres de séries, ça a aussi ses inconvénients, il faut savoir les lire. Mais si on est intéressé par l'évolution des PIB des deux nations qui ne sont pas comparables, il y en a un c'est un éléphant, l'autre c'est une souris, vous prenez pas le même instrument pour les regarder, vous n'allez pas voir la même chose. Là, vous ramenez tout le monde à la même échelle, vous regardez l'évolution, on se rend compte que non, l'évolution du GDP de l'Allemagne, du PIB de l'Allemagne et mondial, n'ont pas été les mêmes à partir de 2008. Là, on le voit. Et là, c'est vrai. Ou tout du moins, c'est pas aussi mensonger que dans le graphique qui était avant celui-là. Là, hein. Où là, on a l'impression que, les évolutions sont à peu près similaires. Donc, l'interprétation qu'on fait de ça est quand même importante. Hein. Donc, si vous voulez montrer que l'Allemagne, elle a évolué pareil que le monde et finalement, tout s'est bien passé après 2008, vous faites ça, vous choisissez. Alors, là, j'ai des exemples super rigolos. J'ai des articles scientifiques dans un journal fabuleux qui s'appelle Journal of Organic Systems, où vous avez des barres qui sont les morts pour 100 000 habitants, morts de démence sénile. Vous allez voir que je vais avoir à peu près toutes les maladies. Et en rouge, c'est les applications de glyphosate. Et vous voyez que, quand même, c'est frappant. Alors, les applications de glyphosate sont ici en milliers de tonnes. Bon, ça commence à -8 déjà, ça
ça fait un peu bizarre. Les morts commencent à 0, donc c'est quand même satisfaisant. Et vous voyez que quand même, mais ça suit vachement, hein. Ouais, et vous voyez, en plus le trend, si rien n'avait changé, voilà. Donc là, quand même, moins 8, on se dit c'est bizarre. Alors, dans le même papier, ils ont décliné, tiens, la thyroïde. Pareil, et comme par hasard, la courbe, évidemment, elle colle encore aux morts thyroïdes, alors que c'est pas les mêmes morts, hein. Ben là, on commence à moins 10, puis on a ajouté aussi le pourcentage de maïs transgénique en bleu sur la même échelle. Publié, hein. Je les ai pas inventés, hein. Alors là, bah, ça marche un peu moins bien. Pourtant, ils ont joué moins 40 hein, quand même sur les applications. Donc là, on a quand même carrément commencé à vraiment, on a tiré tout ce qu'on pouvait vers le bas. Mais ça marche mieux pour le maïs ce coup-ci, hein, sur la Parkinson. Bon, diabète, accidents cérébraux, hypertension, enfin, le même papier. Bon, en économie, on a aussi nos petits trucs. Je vais passer assez rapidement, mais moi, ça me fait rire quand même, parce que là, on voit absolument rien, mais on a choisi 2 prix pour... ça, c'est des indices de prix, et puis là, il y a le prix du gasoil. On ne sait pas pourquoi ils ont mis les 2 là-dessus, et ce qu'ils voulaient dire, en fait... sûrement, il y a une incidence de l'un par rapport à l'autre, mais de toute façon, c'est 2 axes complètement cons, donc on s'en fout complètement. Plus rigolo, là, vous allez sur ce site-là et vous pouvez rentrer ce que vous voulez comme données. Il vous trouve la courbe qui est le plus corrélée en faisant avec 2 axes. Donc ici, vous avez le nombre de personnes, la consommation de fromage au cours du temps, en rouge, et le nombre de personnes qui sont morts étranglées dans leur lit avec leur drap. Ces données-là existent quand même, hein. Et donc, le truc, c'est de jouer avec ça, et vous voyez que vous pouvez vous trouver, prenez n'importe quelle série temporelle, il va vous trouver une série temporelle qui est parfaitement corrélée en jouant avec cette échelle-là. Vous pouvez donner ça à qui vous voulez. Bon, prenez une autre série plus marquante. C'est bon, c'est pas statistique. Regardez, corrélation géniale, extraordinaire, super. Voilà, donc on peut faire ce qu'on veut. C'est un site qui est vachement bien, qui s'appelle Spurious Correlation Vegan. Super bien. Bon. Là, on en a fait déjà un bon bout avec les échelles. Alors, les échelles, on voit bien on peut quand même faire pas mal de trucs sympas avec double échelle, tout ça. On peut aussi faire un truc quand même classique dans tous les médias, on va choisir ce qu'on regarde. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On se dit, bah, quand même, ça c'est bien monté, ça. Hein. Ça, c'est un exemple que j'ai pris dans un bouquin. Bon, en fait, on a pris ce petit bout-là, et la vraie information, elle est beaucoup plus longue, et elle est telle que, bah, si on regarde là, c'est quand même, on regarde juste vraiment, on a choisi le truc où ça monte, quoi. Ça s'appelle du cherry picking à peu près partout en science, c'est-à-dire on prend juste la cerise qui est bonne au milieu de tout un machin dont on ne sait pas s'il est vraiment bon. Ça se fait très très bien, et vous allez voir que là c'est caricatural, mais en fait il y a plein d'endroits où on le fait et on s'en rend pas compte. Bon, alors là j'en ai un exemple de cherry picking qui est pas mal. Donc voici encore une fois des gens qui ont choisi la température au cours du temps, juste sur 3 années, tiens, comme par hasard. Et en fait, ils disent, regardez, ça descend, il y a un global cooling. C'est ça qu'ils ont pris là. Voilà la courbe, parce qu'évidemment, alors là c'est les anomalies de température au cours du temps. Et donc évidemment ça varie, hein, les anomalies ça varie, un coup c'est au-dessus, un coup c'est en dessous. En prenant juste un petit bout, voilà. Alors évidemment ça vous serait pas tombé dans le panneau, c'était juste pour rire. Vous verrez que tout à l'heure, vous allez tomber dans le panneau, j'en suis à peu près sûr. La règle que vous attendiez tous, faites des camemberts 3D. Vous voulez mentir, c'est super. Steve Jobs l'a fait, c'est lui Steve Jobs là. Et ça, devinez qui c'est? C'est Apple. Alors 19,5, donc là j'en arrive à... Les chiffres ne montent pas. Hein. 19,5, celui-là 21,2. D'accord? Donc évidemment, on sait lire... Ça, c'est beaucoup plus grand que... Enfin, c'est plus grand que ça. Par contre, c'est bizarre, on a l'impression que ça, c'est vachement plus grand. Alors, moi, je l'ai refait avec mes petits moyens. On ne peut pas le faire sous R, enfin, pas encore. J'espère qu'on le fera jamais. Donc, je me suis arrêté à le faire. Et j'ai enlevé les 2 autres trucs qui polluent, juste pour qu'on se rende compte quand même que ça fait 30 cm², ça fait 20. Hein. Donc, visuellement, on a l'impression que ça, c'est plus grand, même si c'est marqué. Même si c'est marqué, je suis désolé... On va garder ce souvenir que Apple est là. Alors c'est bizarre d'ailleurs, si vous regardez bien le graphique de Steve Jobs, c'est assez bizarre de faire un camembert avec cet ordre-là. 1, 2, 3, ouais, bon, pourquoi pas.
centre est même pose. Parce que le centre est même. Oui, mais ça, c'est parce qu'en fait, c'est une photo prise d'un camembert 3D. Le vrai, il est comme ça, tu vois. Mais le centre est pas au milieu avec ces trucs-là, hein, parce que ça dépend de l'angle sur lequel tu regardes. Tu peux aussi jouer en 3D. C'est ça qui est sympa avec tout ce qui est 3D, avec les angles sur lesquels tu regardes. C'est super chouette. Voilà. Pour mentir, la 3D, c'est super top. Le problème, c'est quand on se ment à soi, c'est qu'on se dit, on voit un truc en 3D, on se dit, ah ouais, et il y est pas en fait. Bon, là, il y est, hein, le mensonge. Bon, alors, les pie charts, là, vous pouvez raconter ce que vous voulez sur celui-là, hein, je sais pas où il est. Donc, voilà. Mais c'était bien, hein, ce qu'ils ont fait comme part. Celui-là, j'aime beaucoup, c'est de Fox News, 60, 70, 63. Alors là, donc, là, les chiffres sont marqués, mais bon, voilà. Celui-là, c'est XKCD quand vous avez un truc qui est pas bon parce que ça fait pas 45, ça fait pas 15. Vous pouvez aussi froisser un peu en disant ça va passer, quoi. XKCD, ils sont toujours à l'affût. Alors, petite explication de texte. Quand vous voulez vraiment faire un camembert, pas 3D, mais un vrai camembert, voilà comment il faut le faire. D'abord, il ne faut pas qu'il y ait plus de 4 ou 5 secteurs. Ça dépend de la répartition de vos données. C'est mieux quand vous avez des gros bien séparés. Et le plus grand doit être là, le deuxième doit être plus grand de manière à ce qu'on puisse comparer ce qui est le plus important en fait, c'est-à-dire les deux plus grandes parts. Pour pouvoir les comparer, il faut une référence commune verticale. Et ensuite, vous faites le troisième et le quatrième. C'est dans un excellent bouquin de Wong du Wall Street Journal, qui fait des très beaux graphiques. Petit jeu. Donc, les camemberts 3D, c'est pas bien, parce qu'on peut mentir avec. Les camemberts tout court, c'est bien. C'est bien quand il y en a un, parce que quand il y en a 3, je vais vous poser une question légitime, c'est-à-dire, si on fait des tests visuels, c'est pour comparer des choses. Donc, si on met plusieurs camemberts, c'est pour pouvoir comparer des choses. Là, vous l'avez assez regardé, vous avez bien regardé. Dans quel cas, le bleu est plus grand que le vert? C'est un test visuel qui me semble pertinent, puisque j'ai fait 3 camemberts, c'est bien pour les comparer, et savoir quand la part de bleu est supérieure à la part de vert. Alors, mouillez-vous? C, c'est plus grand. Le bleu plus grand que le vert. Après? Ouais, bon, vous savez pas quoi. Voilà. Donc, si vous voulez dire des choses et que personne ne vérifie, vous faites ça. Vous pouvez marquer les nombres aussi. Hein. Personne ne verra en fait. Voilà. Alors en fait, si vous voulez vraiment savoir, c'était uniquement en C, effectivement bien vu pour ceux qui l'ont vu. Mais vous voyez que là, c'est net. Là, c'est très net. La comparaison est très facile parce que l'œil sait comparer les longueurs, surtout quand elles ont une base commune. Donc, ça, c'est pour pas tricher. Ça, c'est pour tricher. Donc, si vous voulez vous apercevoir de quelque chose dans vos données et avoir une chance de vous rendre compte que, tiens, mais d'habitude, bleu est plus petit que vert. Pourquoi? Ah, c'était aussi dans B d'ailleurs. Hein, le bleu est plus grand que vert. Pourquoi là? Si vous faites des pie charts, vous vous rendez compte de rien. Donc, comparer des pie charts, surtout avec des segments qui ont à peu près les mêmes proportions, les mêmes valeurs, pas très bon. Vous montez, vous faites pas bien votre test visuel en fait. Alors, il y a des gens qui l'utilisent quand même. Ça, c'est l'INSEE. Voilà. Ouais. Je suis désolé. Donc, une carte avec plein de pie charts. On se dit, ah, il doit y avoir plein d'informations, donc on nous incite à comparer des pie charts, des camemberts, pardon. Non, vous pouvez rien comparer du tout, quoi. Vous avez vu direct 3, c'est super compliqué. Tout ce que vous pourriez voir, c'est s'il y en a un tout vert, un tout rouge, quoi. Là, ouais, ou à moitié rouge. Peut-être effectivement juste à l'œil, voir s'il y a quelque chose qui vraiment un endroit où c'est pas du tout le même logo, quoi. C'est l'équivalent d'un logo. Donc c'est pas bien, voilà. Donc tant pis, les gens le font. Les pie charts, c'est des cercles. Alors vous avez vu que là, on a utilisé des cercles en plus ou moins grands. Alors c'est encore plus compliqué à comparer parce qu'ils sont plus ou moins. Et les cercles à comparer, c'est pas facile. Tout à l'heure, on aura des pizzas. Ah tiens, on devrait faire le vrai jeu en fait avec les vraies pizzas. Si vous avez faim, vous préférez la grosse pizza ou les deux petites? On vous donne le choix, grosse ou deux petites. Vous prenez laquelle? Alors, qui prend la grosse pizza? Levez la main. Qui prend les deux petites? Ah ouais, il y a des gens qui ont la croûte en fait, hein, c'est ça. Parce qu'en fait, ça, c'est plus grand, pas qu'un peu, hein, que ça.
On ne sait pas bien comparer les surfaces, tout le monde vous le dit, on ne sait pas comparer les surfaces, machin. Mais non, on ne sait pas comparer les surfaces. On ne sait pas que ça, c'est plus petit que ça additionné. On n'arrive pas à le voir. Si vous aimez la croûte, il y a quand même beaucoup plus de croûte là, j'ai fait le calcul. Donc on ne sait pas comparer deux pie charts, et on ne sait déjà pas comparer non plus des cercles. Et des cercles, il y en a plein. Voici une carte, hop, vous avez les nombres. Je vous enlève les nombres. Comparez la France, donc c'est le résultat des parties extrême droite. Comparez la France avec, je sais pas, n'importe quel pays. Qu'est-ce que j'ai pris comme pays ici? L'Autriche. Voilà, c'est quoi le ratio entre là et là? Ah, et entre là et là et là? C'est dur, hein? Alors pourquoi on nous met des graphiques avec des cercles, puisque de toute façon on ne peut pas comparer les cercles? Alors, évidemment, on nous met les chiffres sur le côté. En fait, ici, c'est 13, 26, et puis là, ça va être le triple. Ça va être un coup de plus. La Pologne, c'est 37. Donc 1, 2, 3 en cercle. Pas si évident que ça à voir. Hein. Donc l'impression visuelle qu'on a, c'est celui-là et celui-là, c'est grand. Mais celui-là, je suis désolé, celui-là, il a 2, celui-là, il a 3. Celui-là, il a 26, et celui-là, il a 37. Donc, les cercles qu'on met tous sur les cartes parce qu'on ne sait pas quoi mettre d'autre, eh ben, c'est embêtant. C'est quoi la dernière? Ah, ben on va y venir après. C'est pour ça que je dis comment mentir. C'est que c'est plus facile que de dire comment ne pas mentir, surtout sur une carte. Moi, j'ai des théories sur les cartes que j'exposerai tout à fait à la fin, puisqu'effectivement, je vais beaucoup parler des cartes à la fin. Voilà. Alors, vous m'avez dit, ouais, mais sur les cercles, vous n'êtes pas bon. Sur les carrés, vous êtes nettement meilleur. Hein. Donc, ceci représente 100% de personnes emprisonnées aux États-Unis. Ça, c'est le pourcentage de gens noirs, de blancs et de latinos. Alors, la question, c'est quoi le pourcentage là, là et là? Alors, allez-y, je prends pour celui-là, par exemple, c'est quoi? Si ça, c'est 100%, ça représente combien? 30. Une autre valeur? 40. 39, 20. Alors celui-là, du coup 39, si celui-là c'est 40, 39? Ouais. Ouais, mais si celui-là c'est 30, alors du coup, c'est combien celui-là? Et alors bon, alors juste celui-là. Ouais, donc ça ferait? Ouais, bon, ben en fait, c'est pas trop mal. Mais c'est pas ça. Hein. C'était pas trop mal autour de 40 ici, vous avez bien vu. Et autour de 12, mais 16 en fait. Celui-là, il est difficile parce qu'il est vraiment loin de celui-là en plus, ça compare. Donc les carrés, on y arrive, mais à première vue, c'est dur. Les décodeurs, pendant un temps, ils avaient la manie de mettre des carrés comme ça. Ils ont arrêté, Dieu merci. Ça n'apporte rien en fait. Ils auraient mis des barres. Il y a une valeur unidimensionnelle. 100, 43, 37, 16. Pourquoi se faire des surfaces? Pourquoi se compliquer la vie? À part pour avoir une autre impression. Que peut-être ça, c'est super grand. C'est pas la moitié, hein. C'est moins de la moitié, 43. Voilà, on se rend pas compte non plus qu'en fait ils sont trompés, ils sont pas trompés, mais si on additionne tout ça, ça fait pas 100%, il y a des gens qui sont pas dans le truc. C'était pas dans l'article. Alors, une autre règle, on a vu qu'on savait bien comparer des barres tout à l'heure, on a vu qu'on sait pas bien comparer des carrés, pas des cercles, pas des pie charts, donc tout ça, c'est si on sait pas bien faire, il faut les utiliser pour mentir, hein, puisque on ne sait pas bien comparer, donc on pourra toujours un peu truander, quoi. Des barres pas alignées, comment est-ce qu'on arrive à les comparer? Et donc, est-ce qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre? Et si oui, laquelle? Je ne demande même pas de combien. Ça peut être 0, moins 1, 10, voilà. Ils sont pareils, pas pareils? B paraît plus grand. On est d'accord, je parle quand même à des gens qui s'intéressent à la visualisation de données. Hein. Donc, vous maintenez? B plus grande? Eh bien, il y a un truc qu'on ne voit jamais, qui est vachement pratique quand on veut comparer des barres et qu'on n'a pas l'attitude de changer l'axe. C'est de mettre un référentiel commun. Comme ça. J'ai mis une boîte qui est la même pour les deux autour. Là, instantanément, vous savez que B est plus grand que. Et pas qu'un peu quand même. Hein. Vous avez hésité longtemps, vous ne saviez pas. Et ça, c'est super vieux en fait. C'est de 84. J'étais pas né, moi. Ah si. On le voit jamais. Alors pourquoi je vous présente ça? Parce que quand on a une carte, on fait des barres.
Et les barres, elles sont jamais au même endroit. Encore qu'ici, ils ont mis une sorte de pseudo-référence. Donc là, ce graphique, c'est encore une fois une carte où on essaye de mettre autre chose que des diagrammes, que des camemberts. On met des barres à comparer. Alors en espérant qu'il y ait les mêmes valeurs sur les axes, ce qui doit être le cas. Mais n'empêche que c'est super dur à comparer, celui-là et celui-là quand même. Et celui-là, ils sont pas au même endroit. Donc, une tentative là de référentiel aurait été pas mal, ou de mettre une boîte autour, ou quelque chose qui permette de comparer. Et ça, encore une fois, il y a plein de situations où on ne peut pas aligner les barres pour les comparer. Donc, quand on peut pas aligner les barres pour comparer, ben, mettre un référentiel, trouver autre chose, inventer quelque chose, ce serait pas bête, mais ça, on le trouve partout. Bon, ça, c'est encore une fois, sur un site web. Donc, utiliser des barres pas alignées, ça marche bien, hein. Vous pouvez dire, oh là, vous avez vu, on a fait vachement mieux ici que là, hein. Voilà, super, hein. Vous pouvez l'écrire dans votre rapport, personne ne viendra vérifier, c'est super dur à faire. Alors que dans les données, si ça se trouve, c'est pas le cas. Si ça se trouve, là et là, c'est exactement pareil. Je n'en sais rien. Je ne peux pas comparer. Je ne peux pas faire mon test. Tout à l'heure, tu as présenté des barres alignées, mais je crois que ce que nous voulions voir, c'était l'évolution du total. Ce que nous voyons très bien quand on a des barres empilées, comme ça, des stack bars, qu'on utilise beaucoup, mais qui ont un énorme inconvénient, c'est qu'on ne peut pas répondre à des questions pertinentes. Là, tout ce qu'on peut savoir, c'est que l'évolution des fruits, bah, c'était ça, puis ça a descendu un petit peu, c'est descendu un petit peu, puis voilà. Mais si on a mis plusieurs couleurs, c'est qu'on n'est pas intéressé juste par le total des ventes de fruits. C'est qu'on est intéressé par chacune des catégories. D'où la question pertinente, le test visuel qu'on devrait pouvoir faire. Est-ce que les ventes de bananes ont augmenté au cours du temps ? Ben vous en savez rien, et il y a une solution pour s'en rendre compte. On va aller utiliser du D3, et on va aller faire cette petite chose, on va cliquer là, et hop. Ah ben voilà, là on voit les bananes, ben ça a un petit peu augmenté. Alors c'est quand même dur à voir, hein, ça a un peu augmenté. Les oranges, les clémentines, ben là les clémentines, ça s'est quand même un petit peu cassé la figure, puis ça va mieux. On le voit absolument pas quand on a tout empilé. Hein. Donc les stack bars, pour comparer à l'intérieur, c'est quand même pas top quoi. C'est un des trucs qui permet pas de faire le test visuel dont je parlais. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut comparer, c'est l'ensemble. Ça là, on voit bien, on sait bien comparer visuellement. Alors si on ne peut pas faire ça dynamiquement avec D3, on peut aussi le faire en small multiple, c'est-à-dire faire plusieurs petits graphiques plutôt qu'un seul. Pourquoi mettre toute l'information sur un seul graphique finalement ? Là, on peut comparer celui-là à l'ensemble éventuellement. Bon, ben là aussi, hein, et partout. Donc il suffit de faire des small multiples ou de faire un gros graphique et puis un graphique par catégorie. Ce serait beaucoup plus malin parce que ça permettrait d'avoir la réponse globale et les réponses individuelles aux questions qu'on se pose. Bertin, il parle de questions légitimes. Ce soit les questions légitimes qu'on peut poser un graphique comme ça, ben j'en ai posé une, on ne peut pas répondre. C'est donc, bon, c'est trop. Alors, on est moins dans le mensonge et un petit peu plus dans le mauvais design, mais quand même, je vous dis que les bananes ont augmenté. Ben, croyez-moi. Hein. Plus dur. Voici 4 courbes. Sur un sujet que vous ne connaissez pas, enfin, j'espère. Alors, regardez-le bien, parce que je vais vous poser des questions à la fin. Et donc là, je vous avertis, normalement, et vous êtes des spécialistes de visualisation, normalement, vous devriez bien percuter. D'accord ? Vous le regardez, je vais vous poser des questions là-dessus. Ok ? On est d'accord ? Stop. 2010, vous l'avez regardé longtemps. Hein. 2010, c'est la dernière année, je vous aide. C'était quoi la courbe qui était en haut ? Vous pouvez me donner la couleur, hein, je m'en fous. Bleu, j'ai entendu violet. Alors bleu ou violet ? Alors, ce que c'était comme maladie, ça, alors là. Au début, en 75 ? Jaune. Ah, c'était plus facile, celui-là. C'est d'accord, c'est des courbes qui montrent l'évolution de certaines maladies au cours du temps, donc on s'intéresse à des évolutions de maladies au cours du temps. C'est laquelle qui a le plus augmenté les dernières années ? La couleur, là ? Vous l'avez regardé longtemps, quand même. Hein ? Bah, vous savez pas, en fait. Hein. En fait, vous avez rien vu, rien compris. Hein. Mais c'est normal, parce que
c'est compliqué de voir des courbes qui s'entrelacent et de voir l'évolution de chacune au milieu de tout le monde. C'est même, pour ainsi dire, presque fait exprès, ce graphique. Alors, vous voulez raconter quelque chose, vous mettez un graphique et vous dites, ben, voilà, vous l'avez vu ça. Vous avez vu, moi je vous dis qu'il faut traiter impérativement les maladies mentales. C'est ça qui a augmenté le plus au cours du temps. Vous avez vu le graphique? Non, en fait, il y a d'autres façons plus faciles de faire. Encore une fois, utiliser des small multiples avec du gris, enlever toutes ces lignes horizontales qui gênent, enlever toutes ces couleurs parasites qu'on compare pas bien non plus, parce que bon, voilà. Et là, vous avez non seulement les valeurs, mais en plus, vous pouvez comparer chaque courbe à l'ensemble avec cette technique de gris. Donc là, je réponds un peu à la question comment il faut faire pour pas mentir. Promis, ça arrivera plus. Je vais vous dire comment mentir. Et donc, c'était bien ici la jaune. Alors, on va le voir là. Hein, on va le revoir quand même, puisque. Donc ici, c'était la violette, c'était pas la bleue. Ici, c'était la jaune, et celle qui a le plus augmenté, quand même, elle a bien augmenté. Hein, c'est celle-là. C'est la violette. Mais si je vous avais montré ça, vous en seriez beaucoup plus souvenu, parce que celle-là, elle augmente bien, alors que les autres, pas tellement. Donc, faire des courbes, comme on en fait tous sous XL, avec plein de courbes qui se chevauchent, vous ne le savez pas avant de faire la courbe, mais quand vous voyez ça, vous devriez vous dire, là, j'y vois rien. Là, je ne peux pas répondre à une seule question, il va falloir que vraiment je regarde le graphique très attentivement. Et les gens qui regardent des graphiques, vos lecteurs, ils ne regardent pas ça très longtemps, les graphiques. Hein. Et ils ont moins l'œil que vous. Donc, il faut quand même faire attention si on ne veut pas se tromper dans une première image et sur laquelle on pourrait avoir des conclusions. Bah, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Plus perturbant encore, toujours sur les lignes. Alors ça, c'est encore très vieux et c'est encore Cleveland et McGill. Et ça, je pense que je l'ai déjà présenté une fois. Mais ça marche toujours. Quand on a deux lignes comme ça, alors je suis désolé, le graphique est vieux, hein, il n'y a pas d'axe, il y a une boîte autour. Quand on a deux lignes comme ça, on veut comparer les lignes. Donc on est intéressé par la différence, souvent. Donc dans une de ces trois courbes, la différence est constante entre les lignes. Laquelle? La 2, la 1, la 1, la 2 ou la 3? Je vous aide, hein, parce que vous auriez peut-être pas deviné qu'il y a, sur une de ces trois, il y a une différence constante. Alors, je vais vous montrer le résultat, c'est-à-dire la différence entre les deux lignes, tracée horizontalement. C'est la 1. La 2 ici, il y a une différence parce que, en fait, l'œil compare en biais au lieu de comparer verticalement. Mais si vous regardez, là, ça s'accroît ici. Mais on ne peut pas voir verticalement, c'est super dur. Quand on a deux courbes qui penchent comme ça dans la même direction, on compare en biais. Et ça, on n'y peut rien, c'est comme ça, on fait ça. Si vous mettez moi ça m'a vraiment intrigué, je l'ai agrandi, j'ai mis 1 centimètre. Eh ouais, ça marche. Alors c'est très embêtant parce que quand on a deux courbes et qu'on veut comparer deux courbes, bah là vous pouvez raconter ce que vous voulez sur la différence. Hein. Regardez, nos concurrents ils sont là et nous on est là, ouais, super. En fait, si ça se trouve, ça s'est vraiment agrandi le déficit. Quoi. Et ça, on fait ça quand même tout au long de la vie, tout le temps, on compare deux courbes. Hein. Les traders, ils font ça, plein de gens font ça, on fait ça assez vite, en se disant, ouais, ça a évolué. Si on est vraiment intéressé par la différence, et si vraiment la différence compte, parce que ça, c'est important, c'est peut-être des milliers d'euros, ou des millions de vies, ou je ne sais pas, si la différence est importante, pourquoi tracer les deux courbes et pas la différence? Pourquoi pas faciliter la différence? Si ce n'est pour mentir. Là, vous racontez ce que vous voulez avec ça. Hein. Vraiment ce que vous voulez. La preuve, c'est que vous ne savez même pas déjà ce qu'il y a. Donc, vous mentez vous-même en regardant, en disant « Ah ouais, tiens ». Donc, encore une fois, ça c'est super vieux, mais j'aime bien les vieux trucs. J'ai du plus récent, ne vous inquiétez pas. Alors là, je sais que tes clients aiment bien les radar plots, je sais qu'on en a déjà parlé, mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de vous expliquer qui ne connaît pas ce type de graphique. Vous connaissez tous le radar plot? C'est assez pratique quand vous avez plein de variables quantitatives et que vous voulez classer des individus, des performances, des appareils photo, ce genre de choses, et vous dites, tiens, voilà, ça c'est la vitesse, la qualité en main, l'optique, blablabla, je sais pas quoi. Et vous représentez du coup une surface qui représente la qualité globale de l'appareil, et vous pouvez comparer cette surface à une autre surface. Au passage, on ne sait pas bien comparer les surfaces, hein. On l'a vu tout à l'heure, ni les carrés, ni les ronds. Hein. Mais bon, admettons. On voit aussi une forme, donc ça peut être très intéressant pour voir des formes.
Alors voici 4 membres d'un groupe de rock super connu, qui commence par radio et qui finit par Ed. Et sur 4 instruments, vous avez des performances fictives des 4 musiciens. Et là, vous dites, quel est le musicien le plus polyvalent, le meilleur, celui qui a l'air d'être quand même le plus fort, au sens du radar plot. Vous diriez, quelle est la surface la plus grande? C'est Johnny. Et là, je vais faire un petit tour de magie, je vais inverser ces 2 axes, B et C. Hop. Ah ben non, c'est pas Johnny, c'est Tom qui est meilleur. Bah, clairement, regardez, enfin, c'est plus grand. Et d'ailleurs, Colin, il est pas mal, il était pas bon là, mais finalement, bon. Alors en fait, je vous ai fait la version avec des barres. Voilà la surface représentée horizontalement. Donc ici, c'est Johnny de loin qui a la plus grande surface, devant Colin en fait. Vous n'avez pas bien vu. Je change les axes, hop, ouais, c'est Tom. Ces graphiques-là sont très dangereux parce que lorsqu'on change les axes, on change la surface. On change la forme, bien sûr, mais on change la surface. Donc, si vous voulez montrer que vous êtes meilleur que Johnny, bah, choisissez vos axes. Après, comme tu l'as dit, c'est pas forcément pour les surfaces qu'on va comparer, c'est plutôt la forme. Voilà, alors, il y a quelque chose qui est effectivement, la bonne façon de les utiliser, c'est de regarder s'il y a un pic, c'est-à-dire un déséquilibre, ou un équilibre, une surface plutôt ronde, donc qualitativement. Le problème, c'est quand on les utilise, et tel que je le vois souvent utilisé, c'est sur la surface représente une sorte de qualité intrinsèque qui est parce que il est plus gros là. Donc ça va bien quand tu as des individus déséquilibrés, tu vois des surfaces, mais si c'est des choses un peu, tu vas prendre le plus gros, quoi. On peut facilement aussi s'amuser à changer les axes si les axes sont que des unités différentes. Oui, alors en plus tu peux aussi changer les valeurs sur les axes, alors ça va encore changer le graphique. Mais ça, je dirais, on retombe effectivement dans le premier mensonge, quoi. Tu joues avec les axes. Là, tu joues juste avec l'ordre. Hop là, youpi. En plus, si on a au-delà un 5, par exemple, ouais. Et qu'on obtient une forme qu'on calme, à partir oui. du moment où on a un trou, oui. Il suffit de mettre le trou au bon endroit. Et ça fait des trucs en étoile. Et on a l'impression que c'est tout. Oui. Sur le site de Jan Holtz, il y a un très bon exemple où tu as avec, je crois, il y a 6 ou 7 critères. Tu as une étoile et tu changes l'axe et pouf, tu as un beau, presque un demi-hémisphère. La personne est super bien, mais tu as changé les axes. Et il a fait ça aussi très très bien. Alors, je vous avais dit que j'allais faire des trucs bien. Donc, vous connaissez tous votre géographie. Voici le monde, tel qu'on l'a tous vu, appris, machin. D'accord ? Donc, je me pose une question légitime, encore une fois, de géographie. Quels sont les plus grands pays dans le monde ? En géographie, en superficie, pardon. Voilà, alors. Je suspecte que Jacques vient de dire Groenland parce qu'il sent bien qu'il n'est pas le début. Quoi. Alors, je vais vous aider, les voilà les pays dans l'ordre. Donc, celui-là, là. Celui-là. Antarctique, bravo. Vous l'avez pas vu sur la carte, mais vous le savez en fait. La Chine, les États-Unis, le Canada. Il est où le Groenland ? Ah oui, il est là. En fait, revoici la même carte, mais ce coup-ci, vous savez que quand on utilise des cartes, on fait des projections. Je vais cliquer, c'est sur l'autre, je pense. Voilà le Groenland, et je vais cliquer pour aller voir. Ah, j'ai pas cliqué, non, j'ai déjà le site ouvert. Je vais le fermer, hop. Je vais utiliser ce site qui permet de faire... Eh ben, pourquoi il ne met pas Groenland ? Ah oui, merci. Voilà le Groenland. Alors, on va dézoomer. Et on va faire bouger le Groenland vers le sud pour le ramener à une échelle comparable et enlever la distorsion due à Mercator. Et on va le comparer, par exemple, au Brésil. D'accord ? Le Groenland, c'est 4 fois plus petit que le Brésil. Or, là, je suis désolé, moi, toute ma jeunesse, on m'a menti. Après, vous demandez pourquoi Trump il va acheter le Groenland. Il pense que c'est 2 fois plus gros que le Brésil. Non, c'est... Donc, la citation de Marc Momonier que j'ai dit au départ, toutes les cartes sont des mensonges. Ben oui, la Terre, elle est ronde. Hein.
À partir du moment où vous la mettez à plat, vous le savez, Mercator, machin, c'est pas bon, ça augmente. Vous en avez un petit exemple là. C'est très rigolo de jouer avec ça, de mettre des pays, on peut les tourner, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est très très marrant. Les cartes, c'est quand même compliqué comme histoire. C'est au départ un gros mensonge déjà. On est d'accord avec ça. Au moins, il faut faire attention à la projection. Alors la plupart du temps, le monde, on s'en fout, on est à des échelles plus petites. Mais là, on va rentrer dans les super règles intéressantes, c'est que avec une carte, on peut tromper plein de gens. Donc on va parler de Trump. Cette carte est une carte faite par un journaliste de Fox News et qui est désormais accrochée dans le bureau ovale à la Maison Blanche parce que Trump l'a trouvé extraordinaire. C'est les résultats des élections de 2016. Donc Trump, son parti est en rouge. Et on voit qu'effectivement l'Amérique est rouge. Donc il y a eu des torrents de tweets sur Internet, des posts, des blogs qui ont expliqué que ça ne va pas. Et puis très récemment, la fille de Trump, c'est sa fille, Lara, je sais pas, je ne connais pas bien la famille, oui, c'est sa fille, a posté ça, essaye d'empêcher ça. 3 jours après, quelques jours après la procédure d'impeachment. Quand on fait ça, là, on sous-entend, d'abord on ment, parce qu'on sous-entend que ce sont les hectares qui votent. Ici, c'est par county, c'est par toute petite unité géographique. On sous-entend que c'est la terre qui vote. Alors, on va rigoler avec Trump, mais on se rend compte que c'est ça qu'on fait quand on fait des cartes statistiques. On met des couleurs sur des surfaces, et c'est pas toujours des surfaces qu'on veut comparer. Donc, en fait, si on veut vraiment savoir ce qui s'est passé, ou représenter ce qui s'est passé au niveau des élections, il faut essayer de mesurer le réel phénomène dessous. C'est pas les hectares qui votent, ce sont les gens. Alors voici le nombre de votes représentés par des gros cercles. Ça vaut ce que ça vaut, c'est pas mon préféré, mais au moins on voit qu'il y a du rouge et du bleu. Je vous rappelle quand même que l'élection, il y avait plus de votants bleus que rouges. Donc ça c'est pas mal, ça représente l'élection, les votes. Mais en même temps, le système électoral américain, il est par grands électeurs. On vote pour un grand électeur. Donc, représenter l'élection avec les votes, c'est peut-être pas terrible, puisqu'on ferait mieux de représenter pourquoi Trump a gagné, c'est-à-dire quels sont les électeurs. Donc, le Financial Times a fait cette carte où on représente le parti des grands électeurs et le nombre de grands électeurs par État. Donc là, oui, on voit qu'il y a plus de rouge, et on voit que c'est pas la surface qui vote, c'est, voilà, on peut compter. On voit qu'il y a plus de rouge, et probablement pas qu'un peu, on peut compter. On voit aussi qu'il y a des endroits où c'est un peu panaché, c'est assez rigolo, parce qu'on ne s'y attendait pas. Une information plus précise. Et puis finalement, c'est une autre information, peut-être de se dire, mais je voudrais effectivement voir qui a voté quoi. Et donc, Ex Cassidy a fait cette carte qui est d'une part juste et d'autre part rigolote, bien que dessinée, en montrant chaque personnage représente 250 000 votes. Et donc vous voyez qu'il y a des votes verts, par exemple, parce qu'il y avait d'autres candidats que Clinton et Trump. Et là, vous voyez une nation de 2 couleurs, en fait. C'est pas rouge, les États-Unis. Donc, suivant comment on représente les cartes, comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça, on n'a pas du tout la même perception. D'où le mensonge possible. Empêcher, l'impeachment n'aura pas lieu, parce que regardez, la nation entière, chaque surface mètre carré qui pourra voter, votera pour Trump ou empêchera ça, c'est quand même du gros mensonge. Voilà les résultats quand même, 46-48. Qu'on retrouve là, qu'on retrouve pas ailleurs. Alors, dans quelques mois, nous l'espérons, nous pourrons faire venir les 2 auteurs, Françoise Bauken et Nicolas Lambert, pour un meet-up exceptionnel, un petit scoop. Ces gens-là ont fait un post sur Internet qui est vachement intéressant, et ils expliquent comment on fait une carte, et comment on fait une carte statistique. Et toutes les hypothèses qu'on prend quand on fait une carte. Donc voici une carte qui représente le nombre de migrants syriens en... je n'ai plus l'année, mais elle va être un peu plus tard. Je crois que c'est 2015. On veut représenter un nombre de personnes, on se dit, pourquoi ne pas utiliser des cercles? La proportion, la surface représente le nombre de migrants. On peut laisser faire le logiciel qui fait ça, ce qu'ils ont appelé la version accueillante.
Mais on a toute l'attitude de changer ces paramètres. Pourquoi faire le rond le plus grand de cette taille-là? Changeons. Cette carte est tout aussi valide que la précédente. J'ai juste changé les ronds. J'ai le droit, je peux toujours comparer l'Espagne à la Suède. Hein. Je peux. Je ne sais pas très bien le faire, mais je peux. Puis en plus, on m'aide, on me donne des valeurs, etc. J'ai aussi changé les couleurs un petit peu. Les couleurs, c'est aussi quelque chose d'assez important, parce que vous allez voir, je vais appuyer sur ce bouton, je vais changer la couleur, vous n'allez pas avoir la même impression. Le noir et le rouge, ça donne pas la même impression. J'ai pas touché au rond. Hein. Là, c'est tout de suite pas bienvenu. Là, hein. Derrière, il y a un message. C'est des options, vous avez toute l'attitude de les faire. On peut vous dire, mais non, vous ne mentez pas. Et en plus, il y a les valeurs, vous ne mentez pas. Bon, vous pouvez exagérer. Hein. Alors là, ça va se voir, parce qu'il y a quand même quelques petites règles en cartographie qui disent que tu ne dois pas couvrir le pays entièrement avec un cercle. Donc là, ça se voit. Ok, donc ça, vous ne le faites pas. Mais en fait, quand vous faites ça, là, bon, déjà, vous niez un élément important. Vous voulez voir des gens et vous représentez ça en nombre pur sur un pays. Et tous les pays, quand vous voyez cette carte, tous les pays semblent à peu près équivalents. Hein. On voit des surfaces, mais il y a des pays peuplés, des pays pas peuplés, des pays très grands, pas de pays pas très grands. Ce serait quand même peut-être plus juste de ramener ça en taux sur la population. C'est aussi ce qu'on fait dans les cartes statistiques. Donc voilà. Déjà, là, on a une information qui est différente, qui est le nombre de migrants pour 10 000 individus. Là, on n'a pas la même impression. Ici, on a l'impression qu'il y a... Pardon, ici, on a l'impression qu'il y a plein de monde là, et que nous, c'est assez important. Mais en fait, nous, c'est pas très important. C'est 3 pour 10 000. La Suède, c'est 70 pour 10 000. Alors que le cercle avait l'air effectivement plus grand, mais pas à ce point plus grand. Hein. Alors bon... Là encore, il y a des choix de couleurs, il y a des choix de seuil, il y a des choix de tout. Hein. Mais vous voyez des choses différemment. Mais en fait, je vous ai dit en début que j'allais tous vous avoir avec du cherry picking. Mais en fait, là, c'est pas là le problème. En fait. Là, on vous montre des migrants syriens qui arrivent en Europe. Mais ouais, alors je suis revenu. Sur cette carte, on vous montre les Syriens qui arrivent. Mais la Syrie, c'est là. Hein. Elle est pas sur la carte. C'est quand même un peu étonnant de parler d'un phénomène et de s'intéresser que à ce qui se passe en Europe. Donc en fait, on a fait du cherry picking là. On a pris ce qui nous intéressait nous, l'Europe. Et maintenant, on va représenter le vrai flux des migrants, parce qu'ils émigrent pas que en Europe. Ils émigrent partout. Donc ma carte de tout à l'heure, qui avait l'air bien gentille, bien proprêtre, avec des petits ronds, voilà ce que ça donne quand on s'intéresse vraiment au phénomène global. C'est-à-dire en incluant la Syrie, qui est quelque part planquée là-dessous, et les autres pays autour. Donc je restitue là assez bien moins bien que ce que ces auteurs ont pu faire, parce qu'ils vous expliquent que quand vous faites une carte, vous choisissez un cadre. Ce cadre, c'est votre petite lorgnette. Comme tout à l'heure, votre scope, vous choisissez, vous tapez là-dedans. Quand on s'intéresse à un phénomène, il faut s'intéresser globalement, et tous les choix qu'on fait sur une carte sont importants. Et on en fait beaucoup par défaut, des choix. Donc, leur conclusion est « Méfiez-vous des cartes, pas des migrants ». C'est ça le titre de leur post. Ce sont deux géographes super habitués de ça, et j'espère qu'on les aura pour qu'ils nous présentent leurs derniers travaux sur les représentations cartographiques et comment elles induisent la pensée et le raisonnement et parfois l'action politique. Donc ça, c'est quand même pas mal. Maintenant, je vais vous parler de trucs un petit peu plus rigolos. On peut aussi essayer de mentir en persuadant les gens d'un phénomène visuellement. Alors, je sais qu'il est tard, on va pas tarder à conclure, les pizzas sont en route, probablement. Voici des auteurs là qui sont intéressés à le temps sur 100 mètres des hommes et des femmes aux Jeux Olympiques. Alors déjà, la série de données vous sont pesantes cacahuètes parce que c'est le temps du vainqueur et de celle qui a gagné, terminé, en premier. Oui. Donc des hommes et des femmes qui gagnent le 100 mètres à chaque Olympiade. Voilà, le gagnant et la gagnante, merci. Donc il y a juste un temps, il y a du vent, il n'y a pas de vent, il pleut pas, il fait beau, bon, peu importe. Et ils se sont dit, oh, bon, si on représente avec 0, c'est pas terrible, alors on va se donner le droit de zoomer un peu.
9 secondes, 13 secondes. Donc plus on est haut, plus on est lent. Hein. Donc les femmes sont plus lentes que les hommes, mais quand même, il n'y aurait pas quelque chose. Alors, visuellement, on se dit, ah, il y a un petit test là. On dirait que... Faisons une régression. Oh, une régression, dites donc, les pentes là. La pente là, mais elle a l'air plus forte que la pente là. Toujours sur des points, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même un point tous les 4 ans, sur une course, à chaque fois. Et certains sont dopés en plus, donc bon, voilà, peu importe. Oui, il y a des bons R2 là, mais c'est pas mal cette histoire. Si on en faisait un article, mais l'article c'est pas ça le résultat. Le résultat c'est que peut-être on pourrait prolonger la courbe et se dire que les femmes sont plus rapides que les hommes en 2156. Ouais, ça s'appelle de l'extrapolation. On peut dire aussi que c'est du pipeau. Personne ne va publier ça. Non. Ah ben si. Ah ben ça a été publié dans Nature, dites donc. Si. Si, Nature, alors, c'est Nature Blogs, ou je sais pas quoi, Nature machin, mais ça compte Nature. Donc, c'est le même, hein. J'ai bien aligné les deux courbes, machin, ils ont fait des techniques super, machin, ça. L'argument est visuel, on vous trompe visuellement. Alors, heureusement, donc leur article, c'était, globalement, les femmes seront plus rapides que les hommes, machin. Alors, il y a des gens qui, heureusement, ont eu des idées tordues encore plus que moi, et qui se sont dit, le plus intéressant, c'est pas ça. Donc, vous voyez, hein, c'est Nature Brief Communication. Voilà, allez le voir. Ah non, c'est payant pour l'avoir, mais je peux vous le filer. Moi, j'ai été voir Calling Bullshit, qui est un site qui porte son nom, hein. Et eux, ils ont dit, mais c'est vachement plus intéressant d'aller voir quand les femmes courront le 100 mètres en 0 secondes. Et donc, ce moment, c'est 2636. J'aimerais vivre assez vieux pour y arriver, quoi. Voilà. Alors, pourquoi c'est mentir? Parce que là, on utilise un argument visuel pour montrer ce qui n'est pas dans les données, quoi. C'est clairement pas dans les données, c'est clairement pas possible de faire ça. Alors, c'est clairement pas possible de publier ça. J'ai malheureusement pas accès aux commentaires de l'article, mais il est toujours là, l'article, et pas rétracté. Donc ça, c'était pour rigoler, mais quand même, c'est pas mal d'extrapoler quand vous avez un phénomène, ça permet de bien mentir, quand même, bien tromper les gens. Alors, pour finir sur une note positive, parfois c'est utile de mentir, et parfois on sait qu'on vous ment, c'est pour votre bien, en fait. Et tout le monde sait que la carte des métros, voici le métro de la carte du métro de Berlin. Vous savez, tous les gens qui regardent une carte de métro savent que ça ne représente pas la topographie. Ce qui d'ailleurs parfois est un peu trompeur, parce qu'on voit 2 lignes à côté, on se dit, ah ouais. Et en fait, il y a 5 km entre les deux. Mais la simplification fait que, si on vous avait mis un plan du métro de Berlin comme ça, c'est quand même assez dur de savoir comment aller de là à là, où est-ce qu'on change, comment on coupe. Celui-là prend compte de la topographie du terrain. Donc, celui-ci est basé sur une vraie carte. Celui-ci est un mensonge simplificateur éhonté. Ces deux endroits-là ne sont pas du tout au même endroit. Hein. Vous avez vu le mensonge là? Mais tout le monde le sait en fait. C'est pas ça qu'on veut voir. Donc ça, c'est mentir pour le bien, et tout le monde sait que c'est pas vraiment ça. Tout le monde sait que c'est simplification. Voilà, on a tordu le terrain. Et un autre mensonge très sympa, c'est la saison du ski, c'est les plans des pistes de ski. Les plans des pistes de ski, vous savez, ils se démerdent, on voit le côté sud, le côté est, le côté ouest, tout ça sur la même visualisation. C'est pas une carte, c'est pas une photo, c'est de l'art en fait. C'est très difficile à reproduire autrement que manuellement. Il y a à Grenoble des gens qui sont en train de développer un logiciel pour faire la même chose que Pierre Nova, qui a fait, je sais pas, peut-être 90% des stations en France, et qui a développer cette technique de représentation d'à peu près tout, qui vous permet de vous y retrouver tout en ayant une information sur le terrain, sur des pistes de ski. Et ça, c'est quand même super intéressant, parce que pour savoir le faire, ça, faut y aller. Hein. La preuve, le logiciel n'arrive pas à le faire. Voilà, je vais finir un peu positivement encore. J'aime beaucoup ce graphique parce que il illustre pas mal de choses, quoi. Tout est vrai là-dedans, hein. Quand vous regardez par là, c'est bien un rond, hein, le sushi. Hein. Quand vous regardez par là, c'est un carré, un rectangle. Mais en réalité, c'est un sushi. Il est en 3D. Alors, quand on est en 3D, c'est facile, c'est notre monde. On arrive à voir. Et, quoique, on peut se faire tromper. Hein. Je peux penser que, Aurore, tu es plus petite que Patrick, vu d'ici. Ce qui est probablement pas vrai. Donc on peut quand même se tromper dans notre monde, mais alors encore plus dès qu'on projette. C'est une action assez violente de projeter.
Et donc, il faut garder ça en tête. Voilà, donc maintenant, vous savez mentir. Rappelez-vous aussi qu'il y aura toujours plus de monde pour écouter des mensonges réconfortants que pour dire des vérités désagréables. Donc, vous avez la vie devant vous pour mentir. Je vais m'arrêter là. Alors, on a le temps pour vos nombreuses questions. Je vois Alain qui doit, à mon avis, en a plein. Tu passes ton tour. Vous pouvez être complètement en désaccord avec tout ce que j'ai dit. Alors moi, c'est pas une question, c'est plus un questionnement que je me pose. J'ai l'impression qu'après tout ce que tu as montré, en fait, c'est pas forcément un point de vue, la dataviz, quoi. Ça n'existe pas. La dataviz objective. Eh ben, pour moi, c'est pas pour moi, les auteurs de dataviz te disent qu'un graphique sans un contexte, sans un texte, sans des explications de pourquoi tu as fait ça comme ça, et qui t'explique ce que tu vois, et qui est convaincant, y compris par d'autres hypothèses statistiques ou d'autres outils statistiques, n'est pas bon. C'est-à-dire que, est subjectif. À partir du moment où on te met un contexte, on te dit attention, ce que vous allez voir, c'est ceci, cela. J'ai choisi ces axes comme ceci. J'ai choisi ça parce que, là déjà, tu rentres plus dans l'objectivité et dans des démarches plus scientifiques. Mais effectivement, et je vais rebondir sur une autre question que tu m'as pas posée, c'est les logiciels choisissent pour toi. Et ce choix, il devrait dépendre des données, il devrait dépendre de la question, il devrait dépendre de ce que tu veux voir ou montrer. Et ça, il n'y a pas de soft pour faire ça. Il n'y a que l'humain. Sauf que si on appuie et qu'on fait le graphique par défaut, en fait, on prend le point de vue qui marche la plupart du temps, mais qui peut ne pas marcher ou qui peut tromper. Si on a l'habitude de faire des graphes avec 2 échelles, Excel va te faire ça très très bien, va t'aligner les trucs. Donc, avoir un regard critique sur ça, comme sur tout ce qui est écrit, tout ce qui est publié, oui. Bertin dit que c'est un langage, la visualisation. C'est un langage, quand tu écris, tu peux être complètement objectif ou pas. Complètement. Tu peux être plus ou moins objectif. C'est la même chose, en fait. Hein. Tu peux, comment mentir avec des mots, hein. Je sais pas s'il existe ce livre, mais tout le monde sait faire, quoi. Comment mentir avec des discours, comment mentir avec des graphiques, ouais, c'est la même chose. Sauf qu'on a l'impression que parce que c'est technologique, parce que c'est basé sur des données, c'est ce fameux dicton, les données mentent pas. Les données mentent pas, mais les gens, oui. Les gens, oui. Clairement, les gens peuvent utiliser les données pour mentir. Tu peux faire tout ce qu'on a dit là, hein. Cherry picking, le scope, changer les axes, choisir la visualisation qui va induire une mauvaise comparaison. Ouais. Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Parfois c'est compliqué parce que les maths, on voyait un moment du 4. On voyait un moment avec les pie charts ou avec les barres. Ouais. C'est compliqué de remplacer ce type de visualisation quand vraiment on a beaucoup d'informations. Oui, alors effectivement, remplacer quand on veut placer des éléments statistiques sur des cartes, on commence à rentrer dans un problème super compliqué qui est que tu veux comparer des éléments statistiques, donc des graphiques. Déjà, c'est pas très facile. Et en plus, la carte t'impose des placements qui te facilitent pas la vie. Donc souvent, on a tendance à vouloir mettre beaucoup d'informations sur une carte, une information qu'on ne peut pas décoder. Et on peut se poser la question de pourquoi on fait une carte. Généralement, on fait une carte pour avoir une information spatiale, pour comparer des voisins, pour regarder si quelque chose est là et à côté, c'est la même chose à côté. Ou si c'est complètement l'inverse à côté. Alain et Alain ont fait des très belles cartes des élections au cours du temps, où on voit des villes et leurs voisines. C'est à ça que ça sert les cartes. Ça sert à voir les voisins dans leur dimension. Dès que tu veux voir quelque chose de plus compliqué, eh ben peut-être qu'il ne faut pas faire de carte dans ce cas-là. Et peut-être que la localisation, ou qu'il faut faire en plus de la carte, un classement beaucoup plus compliqué. Je vais te montrer quelque chose, tu vois, alors je vais zoomer, hop là, avancer. Sur les élections américaines, voici quelque chose qui parle beaucoup plus qu'une carte d'élection. C'est ici, attends, je l'ai zoomé, voilà. Voici 2 États, je me fous complètement de savoir où ils sont. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que là, en 2012, ils étaient bleus, en 2016, ils sont rouges.
quelque part, la carte des élections, là, elle est intéressante pour voir les États, les groupes d'États qui votent la même chose. Mais ça m'explique pourquoi ça a basculé, quand même. Des États qui étaient pratiquement tout le temps bleus, ils sont passés rouges. Ça, et ça, c'est encore une fois c'est le Financial Times qui a fait ça. Tu vois là, tous les États classés par importance de vote rouge et importance de vote bleu à l'envers. Ça, là, ça me parle. Ça donne beaucoup, beaucoup plus d'informations que n'importe quelle carte. Tu ne pourrais pas mettre ça sur une carte. C'est très difficile. Par contre, ça raconte bien l'histoire des élections, quoi. Donc, essayer de mettre trop d'informations sur une carte, je suis d'accord avec toi, c'est super compliqué. Et pourtant, on est tenté de le faire. Tu vois, sur la carte, sur les réfugiés, ouais. En fait, tu n'as pas besoin d'une carte. Parce non. qu'en fait, l'information de position des pays, on s'en fout un peu. On s'en fout. On sait bien que l'Autriche, elle va pas à l'est. Non, tu pourrais vouloir voir des mouvements éventuellement. Mais dans ce cas-là, c'est un autre problème, c'est des flux. L'information qu'apporte la carte. Donc en fait, elle fait que déformer. Donc en fait, c'est le choix qui n'était pas bon. Mais c'est vrai, quand on veut comparer les pays, on a tendance naturellement à faire une carte. Effectivement, c'est un premier réflexe, mais c'est pas le bon. Ouais, c'est pas le bon. Peut-être que dans un autre cas, ça peut avoir un intérêt, parce que tu veux aller regarder peut-être les pays du Nord, est-ce qu'ils ont mieux plus accueilli que les pays du Sud, où là, la carte va avoir son intérêt. Oui, ou tu peux faire une classification, pays du Nord, pays du Sud. Tu peux aussi orienter la façon dont tu classes tes pays en fonction des données ou en fonction de composantes géographiques. Tu peux fais des cartogrammes, où là tu vas faire le ratio et tu vas voir que les pays vont devenir tout petits, et là ça va tout de suite parler, quoi. Ça peut être des choses comme ça. Mais ça reste compliqué parce que, en fait, moi j'adore les cartogrammes, comme tu sais, et en fait c'est difficile le cartogramme parce que quand tu présentes ça à des gens qui ne sont pas habitués à ce type de graphique, c'est compliqué à lire. Ça va te parler tout de suite. Mais il faut toujours se mettre dans l'idée que les gens ne sont pas forcément tous au même niveau de compréhension et que peut-être que ta carte générale comme ça, même si elle ment un peu, mais tu as 90% des gens qui vont la comprendre, tu vas faire un cartogramme et il a fait plus que 50 ou même voire moins. Ouais. Donc du coup, il faut toujours juger un peu tout ça. Est-ce qu'ils vont la comprendre? Est-ce qu'ils vont la comprendre, ouais. Ils vont la comprendre finalement. Vous savez tous que c'est un cartogramme? Non, je vais vous en montrer un. Ben oui. C'est vrai qu'on est dans une situation où il y a l'habitude du graphe et on s'attend à certains graphes pour présenter certaines choses. Ben oui, du coup, les gens comprennent du premier coup, alors même si ça leur manque ça. Et après, il y a une difficulté, c'est que, comme ce que disait Christophe, c'est que voilà, tu vas prendre un outil, tu as un outil pour la carte, c'est fait en 2 minutes. Après, tu dis, mais non, il faut que je fasse un cartogramme. On va faire un cartogramme avec Excel. Oui. Tu veux le politoscope? Oui, vas-y, tu cliques dessus. Ça va mettre du temps à charger, hein, mais. Non, tu descends un peu. Voilà, non, c'est juste. C'est juste la carte, pardon. Tu vas voir le lien là. Descends un peu. D'accord. Voilà. Ah oui. Tu vas voir le lien là. Et là, tu l'ouvres. Voilà, ça va mettre du temps à charger un peu. Mais... Tout à l'heure, vous disiez que la projection c'était important pour une vision mondiale, mais même sur l'Europe. Oui. La Norvège, elle est totalement fausse. Oui, la Norvège, elle est, tout à fait. Elle est. Le rond, en fait, qui paraissait gros, si on était sur une autre projection, Peters et compagnie, oui. Il aurait totalement englobé. Tout à fait. Non, mais c'est très intéressant de se ramener, ou de prendre le Chili et de le ramener en Norvège, par exemple. On se rend compte que... Ouais. Non, c'est tout à fait vrai, même à une échelle. Les projections, c'est toujours important. On peut quand même se tromper aussi sur des petites surfaces. Mais ce que tu disais, enfin moi me semble parler, c'est quand on a une information complexe, imaginez qu'on peut la mettre dans un repère, un coup là, et que les gens vont arriver à comparer, c'est se tromper. C'est partir, c'est voir l'échec comme histoire. Et c'est ordon, c'est ce qu'on fait quand on a une carte. On se dit, mais je vais le placer là où c'est. Pour le placer là où c'est, il faut vraiment avoir un intérêt très particulier, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux pas en fait avoir des choses plus compliquées qui font que les gens vont se poser la question en fait, est-ce que je comprends bien, plutôt quelque chose qui semble simple mais qui en fait derrière est compliqué, et qui du coup pense le comprendre, mais... Ouais. Alors ça c'est absolument la question fondamentale de tout langage et de tout document écrit ou sur le web, c'est pourquoi je montre ça et à qui je montre ça. Et à qui je montre ça, c'est une question qui est assez difficile à cerner parce que sur le web, je le montre un peu à tout le monde. Du coup, la carte, ça fait un peu consensus. Tout le monde sait lire une carte, soi-disant. C'est pas vrai. Donc, dans les journaux, il est impensable que le lendemain des élections, on te montre pas une carte de France. Et il y a aussi cette habitude-là. Il fonctionne pas. Tu devrais revenir sur il fonctionne pas. l'article. Parce que
Si je recharge, ça va marcher. Moi, ça met du temps à changer, mais... Non, il aurait déjà chargé. Ah non, mais c'était super long. Non, tu veux que... Regarde. Ouais, mais il l'a fait tout à l'heure. Ouais. Ah. Sinon, tu peux regarder sur l'article, j'ai fait des photos, là, si tu reviens sur le Meetup. site. Oui, comme ça montrera un... Voilà, descends. Ouais. C'est plus loin? En fait, c'est ce qui... Oui, vas-y, descends. Voilà. Okay. C'est des déformations. Encore, voilà. Donc ça refait un peu le... C'est exactement la même chose que ce qu'on a vu sur les cartes des États-Unis. Donc la première carte en haut, il n'y a pas de couleur, c'est juste les contours des communes de France. Ah oui. Et on a juste mis le candidat qui est arrivé en tête, je crois que ça c'est l'élection de 2017. Ouais. Donc on a mis les couleurs. Donc la première carte, bon, on ne voit pas grand-chose, on voit des masses de noir qui ont l'air un peu importantes, etc. Et l'idée, c'était de faire un cartogramme. Donc, en gros, un cartogramme, c'est assez simple. Dans les communes où il y a beaucoup de population, on va gonfler. Là où il y en a moins, ben, elles sont écrasées. Donc, du coup, quand on fait ça, c'est des algorithmes, parce que ça se trouve assez facilement. On voit tout de suite Paris, les grandes villes qui apparaissent. Hein, et puis les photos, on voit ces espèces de lignes. C'est parce que toutes les petites communes, elles sont toutes serrées. Et là, on remet le même jeu de couleurs. Hein, on remet la même chose. Donc, entre ces deux cartes, c'est exactement la même chose. Hein. On a C'était que... Là, du coup, on voit déjà, là, on voit pas grand-chose. C'est-à-dire que sur la première carte, moi, je vous mets au défi de voir qui a voté quoi à Rennes. Et où est Toulouse, hein. Ouais, on voit rien. Toulouse est là, mais on voit pas très bien. Et là, toutes les grandes villes, vous les voyez. Vous voyez Marseille, vous voyez Toulouse, vous voyez Bordeaux, vous voyez Lyon, vous voyez Nantes, Rennes, enfin, vous voyez tout ça. Et puis, vous voyez surtout que tout le noir qui était un peu diffus sur le territoire, en fait, il se retrouve autour de toutes ces grandes villes. Donc, en fait, on voit que le Front National se situe sur les périphéries, en fait. Et cette carte-là ne nous plaisait pas encore suffisamment bien parce que quand on voit Paris, on voit que c'est tout un peu orange là. On voit pas bien les concours entre les trucs. Donc en fait, on a fait une originalité qui est de dire on va prendre la carte du cartogramme et on va chercher le centre de tous ces petits trucs pour faire un point. Et sur ces points-là, on va dire Paris, on va mettre un rond et qui va être proportionnel à la population. Et du coup, par rapport à la carte qui est juste avant, ça découpe encore mieux. Là, on voit bien où est Paris, on voit bien où est Toulouse. On les voit bien se découper, on voit bien les communes qui sont autour. Et on a encore plus d'informations. Et quand on compare la carte qui est tout à fait à gauche et celle qui est tout à fait à droite, on a les mêmes données, mais là, on a mis en valeur des données qui étaient cachées finalement et qu'on va là. Alors, comme tu dis, hein, c'est. Il faut savoir le lire. Hein. Il faut savoir le lire. Et encore, t'as fait court là. Mais, mais on voit bien qu'il y a du noir autour des grandes villes. Si tu remontes un petit peu plus haut, j'ai fait un petit gif là. En fait, c'est ce qu'on peut faire parce que l'outil est interactif. En fait, on peut se balader et en fait, on peut cliquer sur les années et on voit comment le vote a évolué. Voilà, c'est surprenant. Parce que si vous regardez 1981, rose, bleu, hop, on voit le noir, rose, bleu, voilà. Et puis tout d'un coup, paf, il n'y a plus de bleu, il n'y a plus de rose. C'est quand même assez fantastique de voir ce genre de choses. Et du coup, avec l'outil, on peut en fait taper une commune. Il est peut-être chargé, hein, là. Je vais regarder s'il n'est pas chargé. Ah non, il ne charge pas. Alors c'est une techno qui est un peu sophistiquée, puisqu'on peut utiliser du Blackbox, une carte graphique qui soit à peu près correcte. Donc il y a beaucoup d'ordinateurs qui ont du mal à pédaliser. Oui, Christophe, pardon. Il y a un mensonge sur lequel tu n'as pas donné la solution. Ah. C'est le nuage de points là, qui est plus ou moins zoomé et qui donne une densité de points différente. Ouais. Eh ben non, il y a des gens qui font des recherches là-dessus parce que c'est un article assez récent. Non, pardon, il y a oui, c'est un article assez récent celui-là, et il dit juste attention, le tour, l'espace vide que vous laissez autour influence la perception. Non, il y a plein de situations où il n'y a pas de solution, quoi. Il n'y a pas de solution. On ne connaît pas les situations. Si c'était de dire, laissez pas faire le logiciel décider pour vous, quoi. Et puis prendre des statistiques. C'est un moment, tu as parlé pas mal de fois de statistiques, mais en fait, là, il n'y a pas de statistiques, quelque part, au sens. Exactement. C'est-à-dire que normalement, si tu vois quelque chose, tu dois pouvoir le tester ensuite, réellement, statistiquement. Il peut y avoir aussi la force de la pente. Oui, tout à fait, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que je disais à Jacques que une visualisation sans un discours, un contexte autour, ça ne vaut rien. Et malheureusement, à l'heure actuelle, on te présente le graphique. Ouais. Moi, j'ai une manière de le dire, c'est qu'une visualisation, ça répond à des questions. Si jamais la personne qui voit ce graphique croit que ça répond à d'autres questions, là, c'est pas la bonne question. Tu réponds à la mauvaise question et pas bien. Hein. Voilà. Il y a un truc que tu avais dit, tu n'as pas donné la solution aussi, le coup de l'écartement des axes Y.
Alors, oui, alors il y a des articles assez anciens donc des pontes de la visualisation et des statisticiens qui disent que globalement, il faut que le phénomène principal soit à peu près entre 30 et 60 degrés. Voilà. Et un truc un peu. Autour de 45. Voilà. On calibre à peu près sur la diagonale. Pour que rien n'apparaisse comme ça ou comme ça, on calibre pour que ce soit à peu près au milieu. Mais c'est vraiment du graphique où il y a où on peut étirer ou faire carré, étirer en longueur, en largeur. Voilà. Alors voilà, ben sur les courbes c'est un peu pareil. Le phénomène principal, s'il doit augmenter ou diminuer, mais bon. Oui, parce que la réponse à cette question, elle est aussi importante. C'est finalement une courbe. Quelle forme ça doit avoir? Ah ouais. Oui. Alors que les courbes, même une courbe avec une donnée. Tout à fait. Sur le changement climatique, on assiste vraiment beaucoup à des débats parce que des tas de gens jouent avec ça en disant mais ce que vous voyez c'est faux. Regardez. Sur le changement climatique, tu fais une courbe à 45 degrés du coup? Ben non. Mais tu fais pas une courbe, tu essaies voilà, tu fais pas une courbe plate. C'est vraiment super compliqué. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis au début. Là, il y a des règles pour mentir, mais les règles pour pas mentir. Faut juste être bien conscient de ce que tu représentes, quoi. Si vous présentez un article qui présente un itinéraire vélo où il y a des pentes, il y a un profil de route. Oui, tu les tires, elle les tire. Hein? Ah oui, bien sûr. Ouais. Pour justifier la difficulté. Ça, je l'ai, celle-là. Si tu veux, je peux te montrer. Je peux te montrer. Parce que 10%, c'est balèze. Sauf qu'à la fin, celui qui va vraiment regarder, il va caler la moyenne de la pente et puis sa variance. J'ai un vélo là. Il y a un infographique, il n'y a pas les données brutes, et en fait, il va se faire avoir. Il y a un autre truc que j'aurais voulu ajouter à ce que toutes les brillantes informations que tu as données, Christophe, merci. J'ai lu récemment, je ne sais pas si je pourrais trouver la référence, c'est des gens qui ont exposé des volontaires à de l'information avec des chiffres et des visuels. Et pareil, pour l'autre, sauf que là, les visuels étaient trop trompeurs, quoi. Ça paraît plus grand, plus petit que la réalité. Et après ces deux expositions, ils ont posé des questions aux gens en leur disant, mais alors, vous en pensez quoi? Et bien, ceux qui avaient été trompés visuellement alors qu'il y avait des vrais chiffres, et ben, ont été trompés dans leur mémoire et dans leur cognition. Quoi. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, quand l'œil voit quelque chose, ça s'inscrit profondément dans le cerveau. Quoi. Bon, peut-être pas là. C'est une illusion d'optique où, en fait, c'est l'œil qui gouverne. Quoi. Peut-être pas là. Hein. Il y a des cyclistes, donc voilà. Ni non plus là. Mais bon, ça c'est vendeur, quoi. Et après, il y a un autre biais, c'est aussi quand on va mettre un code couleur par rapport aux pentes. Et un des biais, c'est de dire, je vais faire 5%, 10%, 15%. Ah oui. En fait, de 10 à 15. Ah oui, il y a une énorme différence. Oui. Et en fait, alors, ça, on n'en a pas parlé, mais toutes les choses qu'on pense linéaires et qui ne sont pas, une augmentation de le son, par exemple, c'est pas du tout linéaire. L'échelle est pas linéaire. Il y a plein de choses comme ça qui sont pas linéaires. Il y a un truc par contre qui est pas linéaire, c'est la température, et la température des pizzas va décroître à mesure que nous parlons. Et ça c'est prouvé. Oui, une dernière question peut-être. Une question en fait sur la IVA que ça a présenté pour présenter les données électorales des États-Unis. Ouais. J'y vois un gros biais là-dedans que j'ai été confronté sur le problème, mais c'est qu'en fait chaque ligne ici, implicitement, on les associe d'équivalence de puissance. Oui. Alors que là derrière, par exemple, il y a un nombre d'électeurs différents, tout à fait. Comment on peut justement... Ben, c'est bien vu, le problème est comment tu fais pour montrer à la fois la densité et le nombre, quoi. Et ça, ben, la réponse c'est 2, pas 1, 2 graphiques, parce que c'est deux choses différentes. Il ne viendrait pas à l'idée à un entomologiste de montrer une souris et sa petite patte, quoi. Tu fais 2 photos. Si tu veux voir combien il y a de doigts, c'est pas la même échelle, c'est pas la même idée, quoi. C'est hyper important de dire ça, un graphique de répondre à une question. Exactement. Une seule. Et on peut multiplier les graphiques. Et on peut multiplier les graphiques, quoi. Il peut susciter une autre question. Une grande partie des problèmes que tu as montrés étaient liés à des graphiques où on essaie de mettre beaucoup d'informations. Exactement. Genre 4 lignes, 4 courbes, quoi. L'idée qu'un graphique, c'est qu'on veut passer une idée par un graphique, et que pour passer une idée correctement à une autre personne, il faut commencer par passer une seule idée. Après, le graphique peut susciter une deuxième question et tu as une réponse avec un deuxième graphique, quoi. Celui qu'on a fait là pour les cartogrammes, là, en fait, quand la première, moi je vois rien, après je vois des masses, je ne sais pas dire grand-chose. Quand tu vois le dernier, tu vois au moins 2 informations intéressantes. Tu vois les votes des grandes villes, tu vois les votes des périphéries, et tu vois aussi le vote global. Donc en fait, il y a beaucoup d'informations, et quand tu chiades un peu le truc, tu peux arriver. Mais le problème, c'est que tu passes du temps, en fait, parce
avait pas eu ce phénomène où il y avait des vols qui se trouvaient plutôt avec comme une périphérique ou autre chose, ça n'aurait pas eu d'intérêt de faire cette carte-là. Voilà, donc en fait, il y a un côté aussi un peu où on voulait montrer ça. Enfin, moi, je voulais montrer cet effet-là parce que j'avais entendu parler, je voulais le montrer. Mais j'aurais pu aussi arriver à passer beaucoup de temps sur ce truc-là et me dire, bah non, finalement, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, du coup, de ne pas avoir ce graphique-là, pas utiliser ce graphique. Mais on peut faire passer plusieurs informations. On peut voir si on veut plutôt dans le nord, dans l'est, les grandes communes, les petites. Enfin, tu vois, on a quand même pas mal d'infos. Il y a beaucoup d'informations et je pense que enfin, le graphique est chouette parce que effectivement on arrive à passer des messages compliqués, mais je pense que la compréhension du message est compliquée aussi. C'est-à-dire que moi, là, dans le temps qu'on a montré, c'est un petit plaisant. Et je pense que quelqu'un qui n'est pas un expert en visualisation de données ne comprendra pas ceci. C'est un point dont j'ai effectivement pas parlé. On parle beaucoup en ce moment de la graphique littératie, c'est-à-dire la capacité des gens à lire un graphique, et qui est assez faible en fait. Elle est assez faible parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on nous montre des graphiques et on n'enseigne pas ça. Médiocre. Ouais, médiocre, oui, même, ouais, médiocre. Ah oui, non, oui, c'est. Alors j'en ai là, tiens. Vous en voulez là, des rigolos? Moi j'ai lu un article. Ouais, bon, je vous le montrerai plus tard. Par exemple, la lecture des cartes. Ben, le fait que Google Maps ait mis, voilà, que tout le monde utilise, fait qu'aujourd'hui tous les gens comprennent les cartes, comment ils font. Et ça oui, ça doit aider, ça doit aider. Ça doit aider. Et on comprend les limites de la carte aussi, parce que parfois on se dit, c'est pas très pratique. Ça gêne un peu les terplatistes, parce que oui, c'est mal. Mais ça crée un biais, c'est que tout le monde s'habitue à une charte de couleurs. Oui. Et là maintenant, c'est ça. On peut jouer à des choses bizarres en changeant simplement de couleur. Mais moi j'ai fait un petit truc là-dessus, on ne peut pas changer. Parce que si tu fais des cartes aujourd'hui, si tu regardes la carte de la région Occitanie par exemple, tu vois le bord de la Méditerranée, c'est souvent vert, les montagnes c'est marron foncé, et puis au milieu c'est jaune, etc. Mais si tu regardes les bords de la Méditerranée, c'est pas vert du tout. Hein. Là où c'est vert, c'est plutôt vers 1400 mètres dans les Pyrénées, là c'est du vert avec des beautés hautes. Mais change les couleurs pour leur donner ça, la carte est lisible. Parce qu'en fait, on est complètement imprégné par ce genre de choses. Et tu regardes toutes les cartes de France, tu vois le vert, Une petite transition sur la newsletter numéro 2 pour ceux qui sont abonnés au club, ceux qui font partie du club, ce que j'espère. Ouais. Il y a un livre qui est conseillé, qui est le petit guide des couleurs. C'est un tout petit livre. Le gars a écrit des livres sur chaque couleur, sur le bleu, sur le noir, sur le rouge, je crois. Et donc la signification des couleurs et de leur utilisation au cours du temps, y compris dans les cartes, c'est super intéressant. Parce que différents pays n'ont pas les mêmes codifications. National Geographic a un code couleur très particulier. Et nous, en France, l'IGN a fait du vert au bord de la mer. Puis, parce alors moi, j'adore, si vous aimez vraiment les cartes, il y a une nana qui fait des super cartes, c'est dans le monde diplomatique, où elle utilise des couleurs qui sont magnifiques. C'est vraiment un travail d'artiste. Hein, ah oui. Après, si tu pouvais mettre juste le site Toulouse Natalise, pour montrer comment on fait pour aller sur le club. Nous avons fait le club, et donc si vous voulez avoir directement dans votre petite boîte notre newsletter, vous vous abonnez au club. Alors c'est très simple, vous allez sur le site, l'accueil, page centrale, c'est gratuit. Et en descendant un peu, on va voir des gens, c'est la pub. Ouais. Des chiffres. C'est pas à jour, on est plus de 1400. On s'inscrit sur Meetup, c'est ce que vous avez fait pour dire. Et ensuite, vous inscrivez au club. Et quand vous inscrivez au club, vous allez sur un Google Form, vous rentrez beaucoup d'informations, il en manque 4. Ah oui, 4. Et puis voilà, vous êtes inscrit. Et en même temps, on vous inscrit sur le Slack. Donc Slack, je ne sais pas si vous connaissez, Slack, c'est une messagerie instantanée, donc il y a le club. Et puis si un jour vous posez une question, vous allez sur le Slack, vous posez une question, et normalement, on est à peu près 80 pour l'instant. Normalement, il va y en avoir un qui va répondre en disant je ne sais pas. Et la newsletter, bon, mais bon, on va vous la montrer, on vous la montrera. Alors, effectivement, les newsletters, vous les avez là. Mais on va pas faire la pub, ils sont tous abonnés là, non? Vous êtes tous. Non, juste au-dessus. Si tu cliques en dessous, ça se fait en club, tu as les newsletters et tu vas directement. Les newsletters, voilà, effectivement, désolé. Dessus, normalement, ça marche sur les newsletters. Qui sont sur Notion, autre outil que nous maîtrisons à fond. Et dont la technologie. Voilà. Mais je pense que c'est Internet ou l'enregistrement, je ne sais pas. Voilà, donc vous avez la newsletter numéro 3 avec encore un beau graphique et des petites choses, et le meet-up annoncé, plein de choses. On ne va pas divulgacher. On va conclure. Je voulais peut-être juste... Non, c'est pas celui-là. Je vais peut-être juste vous montrer 2 derniers petits machins. C'est pas celui-là.
C'est pas celui-là, je vais y arriver. Hein. Celui-là. Bon, ça c'est Trump, il avait rajouté un truc à une visualisation, ça aussi. Voilà, je trouvais que ça touchait pas cet état-là, donc il a rajouté sur un graphique en disant ici, attention, le cyclone il va passer. Et donc il l'a visiblement fait au stabilo et il a dit non, c'est le service national qui m'a filé ça. Donc en fait, la légende, règle numéro 9, dessinez vous-même votre graphique. Finalement, pour mentir, c'est bien. Mais en fait, Trump est un grand menteur et il a su s'approprier. Il a su tous les outils, y compris le stylo pour dire attention, état d'urgence là, machin, voilà. Ça, c'était la carte originale, oui, il n'y a rien. Et là, ah non, il y a quelque chose. Bon. Celle-là, j'ai trouvé plus rigolo, juste pour finir, hein, vraiment des trucs franco-français. Donc là, il y a quelqu'un sur CNews, qui a rajouté, évidemment, 21,5, c'est plus long que 23 à écrire. Donc quand vous voyez les barres, vous avez les chiffres. Vous avez les chiffres, hein. Et vous voyez les couleurs, mais pourquoi il a fait ça? Mais c'est juste que ça, c'est le stagiaire, ça c'est plus long et il s'est pas posé la question. Non, je pense que les regardez, étaient en blanc et il a pas dû... Regardez, quand on efface, ça fait quand même autre chose, quoi. Voilà, bon. J'en ai un autre bien, c'est celui-là aussi. Ça est super bien. JDD quand même, hein, je crois. Satisfait 17%, bon, ça va jusque-là, c'est marrant. Pas satisfait 49%, c'est marrant, parce que ça vient jusque-là aussi. Ni satisfait, quoi. Alors, en vrai, c'est ça, hein, mis par-dessus. En faux, c'est ça. Mais c'est plus joli, celui-là. Celui-là est pas mal, voilà, c'est... En fait, tous ces chiffres tout ça, je vous ai montré au début, c'est faux, en fait, ça aussi. Parce que là, en fait, si on prend un centimètre, là, on met à 37,9. En fait, vous voyez que là, le 14,7, il est au-delà de 150. Donc, pour résumer, tout ça, c'est faux, c'est en trop, quoi. On ne sait pas pourquoi les gens font ça, mais visiblement, cette barre-là, elle devait être trop longue pour rentrer dans la page. Alors, il l'a raccourci, mais du coup, les autres sont restés, quand même. Donc, pour pas que ce soit trop loin, il l'a raccourci et la proportion sont faussées. Alors, pour l'avoir vu, ils sont forts, hein, les gars, quand même. Hein. Mais c'est faux. Et c'était quand même, si je me souviens bien, BBC News. Hein. Quand même, on est bien d'accord. Hein. Le niveau est quand même assez bas. Voilà ce que ça donne en vrai, etc. Bon, ça c'est pour rigoler. Hein. 33, 40, 71, 80. Bon, là c'est top. Là c'est top. Hein. Alors là, il y a un mec qui a dit c'est lol. Il y en a un autre qui a dit en fait ça fait ça. Ce qui est faux aussi. Il y en a un autre qui a dit mais en fait il a expliqué que c'était compte tenu de l'inflation en divisant par les taux relatifs du pétrole, mais qu'on achète et qu'on revend, ça retombe. Mais c'est pas vrai. Parce que le gars il s'est justifié. C'est le Premier ministre indien quand même. Hein. Il a essayé de se justifier. C'est le Premier ministre. Oui, il a essayé de se justifier. Puis il y a quelqu'un qui a dit en fait c'est ça. En fait. Donc on retrouve les barres pas alignées. Hein, c'est quand même le classique de base. J'en ai un dernier alors grave hein, quand même hein, parce que 13%, 25%, pas du tout Zika, non pas du tout. Ça me 13%. CBS. Voilà, ça j'ai trouvé quand même fort. C'est même pas Fox News quoi. Ouais, voilà, bon c'est tout. On pourrait passer la soirée là-dessus. Ça prouve que quand même les mecs qui font les graphiques, ils les font à la main. Parce que c'est dur à faire ça. C'est dur à faire. Hein. Moi je sais pas le faire ça. Hein. C'est ça qui est incroyable. Alors, bon voilà. Donc il y a encore de beaux jours pour faire plein de graphiques. Mais je pense que là il faut qu'on s'attaque à la taille de la pizza. Hein. Vous remercie tous. Alors je sais pas s'il faut faire les salles.